Donc là, on va faire un super bouquin qui va se proposer de nous dévoiler la clé du bonheur. Et donc, il va s'appuyer sur les sagesses ancestrales, d'une part, et il va les augmenter des dernières découvertes scientifiques sur le sujet. Et ça, je préfère quand même prévenir que c'est un sujet qui va faire kiffer Georges, hein, je pense. J'étais parti pour m'exciter. Ouais, voilà. Ouais, en vrai, Du ça coup, je te mets m'intéresse un beaucoup. stop direct. Ça m'intéresse énormément. Bah déjà, le bonheur, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est différent en fonction des gens, en fonction des cultures? Hmm. Et même, genre, quelles sont les composantes du bonheur? Et j'ai lu d'ailleurs quelques recherches là-dessus, et je trouve ça vachement intéressant. Et c'est souvent contre-intuitif aussi ce qu'on pense, être responsable de notre bonheur. Souvent, c'est pas le cas. Et puis, tu as le bonheur éphémère versus le bonheur durable. Enfin, Ouais. j'ai plein de questions sur ça, et c'est toujours été un truc qui m'a un peu taraudé, genre, comment avoir une forme de stabilité émotionnelle et de bonheur un peu durable, voilà, dans sa life. Ah, j'espère que ça va t'apporter des éléments. Ça s'appelle Et The Happiness Hypothesis. Ouais. ouais, et je trouve ça d'autant plus intéressant que ça permet, tu sais, on parle souvent de refondation politique ou de refondation sociale ou de refondation écologique. On dit souvent, voilà, il faut créer un nouveau monde maintenant qu'on sait que le monde est fini et que nos ressources sont limitées. Il faut créer un monde de partage plutôt qu'un monde d'abondance. Ah oui. Et du coup, ça implique de faire des choix. Qui dit partager, qui dit fin de l'abondance, dit partage. Qui dit partage, dit partage et dit faire des choix. Et en fait, faire des choix, idéalement, ces choix doivent être informés par qui nous sommes et qu'est-ce qui nous rend heureux, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal Et dit. Ça veut dire qu'en gros, ça, c'est un peu la base enfin, si on remplit le cahier des charges là-dessus, en fait, c'est un peu la base, quoi, en fait, de tout ce exactement, en qu'on fait, veut faire. si on se Mm. renseignait sur quelles sont les composantes du bonheur individuel et collectif, pour moi, c'est un prérequis à la construction d'une nouvelle société de choix et de partage, enfin de ressources finies, tu vois. Mm. Et du coup, peut-être, je m'avance là sur les conclusions du bouquin, mais peut-être que si on découvre qu'en fait, ce qui nous rend heureux, c'est pas d'accumuler des objets, ce qui nous rend heureux à partir d'un certain niveau de richesse ou d'un certain niveau de confort, en fait, les incréments supplémentaires, ils servent plus à rien, Mm. etc., etc. Si on arrive à comprendre ça, enfin, déjà à le démontrer par des études, si c'est réellement vrai, peut-être c'est faux, tu vois. Peut-être ce qu'on kiffe, c'est accumuler des Ferrari, tu vois. Tu vois, si on arrive à démontrer, par exemple, c'est un exemple trivial, tu vois, si on arrive à démontrer ça et à convaincre les gens ou à faire de la pédagogie là-dessus pour que les gens le sachent, bah, Mm. du coup, les gens seront peut-être moins attachés à leur pouvoir d'achat, seront moins déçus quand on pourra moins accumuler de richesses, etc. Enfin, pour moi, c'est un prérequis et ça répond à pas mal de questions ultérieures, sociales, écologiques. Tu vois. Ouais, c'est pas mal de le dire comme ça, ouais, que c'est de là que tout va découler, ouais. Je suis d'accord, c'est pas mal. Et Euh, enfin, tu vois, et pour moi, ça peut orienter nos choix collectifs. Donc là, ce que je dis sur collectif et politique, donc ce que je dis sur refondation sociale, écologique, etc. Et après, ça peut orienter ton choix individuel qui est genre moi, Georges, quelle vie me veux mener, tu vois. Est-ce que j'ai envie de me tuer au boulot ou est-ce que j'ai envie de moins bosser? Est-ce que c'est la famille qui me rend heureux ou pas? Est-ce que je dois consacrer du temps à mes amis ou pas? Est-ce que je dois accumuler des richesses parce que c'est ça qui finalement me rend heureux, etc., etc. Donc, tu vois, pour moi, ça renseigne à la fois tes choix collectifs et tes choix individuels de comment mener ton existence, tu mm. vois. Donc, c'est super intéressant. Voilà, je vous avais dit que ça allait faire kiffer Georges. Euh, et la bonne nouvelle, c'est que c'est le troisième livre de Jonathan Haidt qu'on fait. Et donc, Jonathan Haidt, c'est un psychologue social et professeur d'éthique américain. Et c'est lui qui avait écrit The Righteous Mind, qui est, je pense, un des meilleurs livres qu'on ait fait dans tout le podcast. Je sais pas si c'est le meilleur épisode, mais en tout cas, c'est vraiment mon livre préféré, moi. Et donc, normalement, c'est un gars qui est un peu sûr, quoi. Donc, c'est qui d'autre que lui pour faire un truc comme ça. Et en plus, ça va vraiment être un livre typique, comme on les aime, un peu dans la veine de ce qu'on fait d'habitude dans le podcast. Donc, ça va être cool. Et en gros, on va traiter de plusieurs choses. Donc, au début, on va essayer de comprendre un peu le cerveau humain, parce qu'en fait, c'est important pour comprendre le bonheur, juste de comprendre comment on fonctionne. On va voir un peu les interactions avec les autres parce que mine de rien, ça joue aussi pas mal. C'est ce qu'il disait tout à l'heure, on va voir qu'il suffit pas d'aller dans une cave et de méditer pour être heureux. Enfin, il y a d'autres choses que la modernité nous apporte qui peuvent nous aider là-dessus. Il y a un truc à un moment, il balance la formule du bonheur.
Donc c'est une formule mathématique qui te dit bonheur égale machin plus machin truc. Et voilà, donc en gros, c'est la formule mathématique du bonheur. Et en gros, après, vous pouvez tout arrêter une fois que vous avez la formule. C'est un peu, je sais pas, c'est un peu le point central du livre quand il donne cette formule, je trouve ça marrant. Voilà, et ensuite, on va se demander c'est quoi le sens de la vie pour finir le podcast. On va se demander c'est quoi le rapport entre le bonheur et collectionner des godemichés fluorescents. Parce que je me souviens qu'on avait eu une discussion là-dessus avec Georges, tu vas voir, Georges. Où tu m'avais saoulé, du coup, je l'ai calé dans le podcast, tu vois. ça va être très bien. T'es chaud pour connaître le sens de la vie, du coup, j'ai cru comprendre que t'étais chaud. Allez, je suis chaud. Bah, plus que le sens de la vie, la quête du bonheur, quoi. La quête du bonheur. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Au début, il va surtout essayer de nous faire comprendre un peu comment marche le cerveau humain. Et afin de faire taire un peu les haters, donc ceux qui, tu sais, tous ceux qui se trouvent que le cerveau, c'est pas bizarre après tout, ceux qui se sont jamais posé la question, il y a plein de gens qui se sont jamais posé la question, je sais pas, qui se demandent pas pourquoi le cerveau il fait ci, pourquoi il fait ça. Il y en a qui croient tu sais, qu'on a une âme divine dans un corps de viande. À droite, c'est plutôt pour des raisons religieuses, à gauche, ça va être pour des raisons politiques. Voilà, donc il y a un peu toutes ces croyances qu'il va essayer de casser. Et tu te souviens, je pense qu'on en a déjà parlé plein de fois, l'expérience la plus what the fuck à montrer à tous les haters, c'est l'expérience où ils ont coupé le cerveau des gens en deux. Ça te dit quelque chose, ce truc? Ouais. Ouais. Donc, tu sais, ils ont pris, enfin, ils ont juste séparé les deux hémisphères du cerveau. Donc, chirurgicalement, tu coupes le lien entre les deux hémisphères. Et c'était pas juste pour le délire, c'était que les mecs avaient des crises d'épilepsie. Et apparemment, genre, quand tu leur sépares les deux hémisphères, ça rend quand même leur vie plus simple. Et donc l'idée, c'était d'expérimenter sur ces mecs. Et en fait, tu comprends que si tu t'y prends un peu bien, tu peux envoyer une information à un des hémisphères du cerveau et pas à l'autre. Alors par exemple, si tu montres une phrase que à l'œil droit, et vu qu'il est relié à l'hémisphère gauche, du coup, il n'y a que l'hémisphère gauche qui reçoit l'info. C'est plus compliqué que ça, mais en gros, pour simplifier, on va dire que c'est ça. Donc tu montres à un seul des hémisphères quelque chose. Et donc, par exemple, il montre un film de boules. Et la personne dans l'expérience, elle va être gênée et elle va rougir, tu vois. Et donc ensuite, tu peux demander à la personne, mais en fait, pourquoi vous êtes gêné, pourquoi vous rougissez? Et la personne va inventer une raison. Elle va dire j'ai pensé à une fois quand j'étais petit, j'ai fait un truc, c'était la honte. Tu vois un peu le truc ou pas? Mhm. C'est-à-dire que, je sais pas comment dire, c'est quand tu flashes le film de boule à un des deux hémisphères, c'est pas l'hémisphère de la parole. Oui. Voilà. Et du coup, quand tu demandes pourquoi vous êtes tout rouge, l'hémisphère de la parole, lui, il n'a pas vu le film de boule, donc il n'a pas accès à l'information, donc il va inventer un truc. Il va inventer un truc. Donc déjà, c'est un truc de ouf. Et ils ont répété l'expérience avec plein de trucs. Tu peux montrer à la personne la phrase lève-toi et marche. Et la personne va se lever. Et si tu lui demandes pourquoi vous vous êtes levé, elle va te dire j'avais envie d'un coca, j'avais soif, je me suis levé, quoi. Tu vois. Donc là, il y a un premier phénomène qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle la confabulation, c'est-à-dire que l'hémisphère gauche fait la narration des conneries qu'on fait. Donc tu sais, il trouve des explications. C'est un peu notre avocat personnel. Je sais pas si on en a parlé Ouais, non, beaucoup de fois de ce truc-là, mais c'est quand même... non, mais je me c'est rappelle, limite, il mais y a c'est deux hyper personnes dans ton cerveau, quoi. ouais, c'est hyper intéressant, c'est de dire que, en fait, on a une partie de notre cerveau qui est un peu chargée de justifier ou de narrer ce qu'on fait. Hmm. Et en fait, on n'est pas à l'aise avec le fait de ne pas savoir, quoi. Tu es pas obligé de dire, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. Genre, en gros, si tu sais pas, Ouais. enfin, s'il y a une forme de dissonance, si tu fais quelque chose et tu pas d'explication pour le faire, tu trouveras, quoi qu'il arrive, une explication, quoi. Ouais, il y a un mec qui est payé, enfin, Ouais. l'évolution a payé quelqu'un dans ton cerveau pour justifier constamment les trucs que tu fais, quoi. Donc, donc ça, c'est rigolo. Mais il y a des trucs encore plus rigolos où ils ont vu des trucs chez ces patients là qui ont le cerveau coupé, où il me semble que c'est la main gauche qui va décrocher le téléphone alors que tu lui as rien demandé, tu sais, qui va remettre le t-shirt que tu as voulu choisir sur le porte-cintre parce que, je sais pas, elle trouve qu'il est pas beau, ou voilà, qui va attraper l'autre main pour empêcher de faire ce qu'elle voulait faire, qui va carrément, apparemment, qui s'est mis à étrangler quelqu'un alors que toi t'as rien demandé, tu vois. Et donc, ouais, ça illustre bien que le cerveau, c'est pas ce qu'on croit. Donc, cette expérience, c'est un truc de ouf, mais en fait, comment il explique ça, lui? Pourquoi ça ferait ça?
En fait, c'est pas mal son explication. Il dit, tu sais, au cours de l'évolution, en fait, c'est juste notre cerveau, il a évolué. En fait, il y a plusieurs couches qui se sont rajoutées les unes sur les autres. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, Ouais. au début, tu avais un truc sur la colonne vertébrale, je sais pas, ça te faisait bouger, et ça faisait que tes sens envoyaient de l'information. Et puis après, tu as eu une couche par-dessus pour faire des trucs plus compliqués. Je sais pas, les envies basiques, faim, soif, sexe, machin. Et puis après, tu as eu un module par-dessus qui s'est enveloppé, tu sais, pour réfléchir. Et puis après, chez l'humain, tu as eu une couche bon, que lui, il appelle le script de Prométhée, mais en gros, c'est la couche chez l'humain qui nous confère l'intelligence générale. Tu vois. Et tu vois, faut comprendre en gros que c'est différentes couches. Et, euh, et pourquoi c'est intéressant? Parce que tu sais, si tu te dis que notre inconscient, c'est la version 22.2.3, tu vois, mais en fait, la conscience, c'est la version 1.0. Enfin, tu vois, c'est très récent, en fait. C'est sur un vieux truc, quoi. Ouais. T'as mis un sparadrap sur un vieux truc. Tu vois un peu le délire ou pas? Ouais, je vois. Enfin, oui, en gros, c'est que notre cerveau a évolué un peu par cercle concentrique avec Exactement, ouais. ajout de niveaux d'abstraction supplémentaires. Exactement, ouais. Mais du coup, genre, en gros, notre comportement un peu primaire, il a toujours été là, et la partie justification et la partie abstraction ultime, elle est venue récemment. Exactement, ouais. C'est ça. Euh, et, et du coup, c'est normal qu'il y ait une forme d'incohérence, quoi. Genre, Ouais, c'est ça, c'est que, que c'est des couches sur des couches et chacune dit merde à l'autre, quoi, en fait, finalement. oui, exactement, chacune dit mal à l'autre, et qu'il n'y a pas nécessairement une harmonie, en fait. C'est que Ouais, c'est un peu des fonctionnalités supplémentaires qui se sont rajoutées, mais ouais, la partie primaire ou reptilienne, elle est ouais, toujours là, elle n'a pas trop changé, et du coup, ouais. oui, voilà. Et donc, tu sais, là, on arrive à la métaphore la plus célèbre de Jonathan Haidt, où en gros, il dit, bon, ça, il le ressort dans tous ses bouquins, mais il dit le cerveau, c'est comme un éléphant et son cornac. Donc, le cornac, c'est le rider, quoi, en anglais. C'est le mec qui est sur l'éléphant. Et en fait, l'éléphant, ça représente l'inconscient. Il fait à peu près ce qu'il veut. Et le cornac, c'est le conscient. Il essaye tant bien que mal de le guider et de justifier quand l'éléphant fait de la merde. Euh, mais en gros, pourquoi on dit tout ça? C'est-à-dire que en gros, les solutions au bonheur qu'il va proposer, bah, du coup, ça va être d'essayer quand même de parler aussi à l'éléphant, tu vois. Dans le Ouais. sens où est-ce que le cavalier, là, le cornac, il est vraiment puissant pour, en gros, contrôler parfaitement l'éléphant? Bah, a priori, non. Donc, dans les solutions qu'il va proposer, bah, va falloir parler à cet éléphant, quoi. Mm. Donc voilà, donc ça c'est le petit chapitre pour, je trouve que c'est important pour tous les gens qui n'ont pas forcément ces notions de base sur le cerveau de comprendre un peu ces choses-là. Et Oui, en fait, enfin, le ouais. message global, il faut comprendre, c'est qu'effectivement, notre inconscient, il occupe une place prépondérante dans notre manière d'être, notre manière d'agir et nos émotions. Mmh. Et que du coup, si on veut parler de bonheur ou améliorer notre bonheur ou tendre vers notre bonheur, il faut pas uniquement parler à notre conscient, ou il faut pas uniquement assouvir nos besoins qui sont conscients, qui sont intellectualisés, mais également assouvir certains besoins primaires qui peuvent nous paraître Mmh. euh, inutiles, ou qui contre l'idée qu'on nous fait de nous-mêmes, etc. Mais c'est juste des données entrantes qu'il va falloir accepter, quoi. Ouais, je te donne un exemple. À un moment dans le livre, il dit, il y a un truc auquel tu t'habitues jamais, c'est de vivre, dans le bruit. Typiquement, imagine, tu vis à côté d'un feu rouge où les gens klaxonnent ou un truc comme ça. Hem, Bah, tu sais, tu pourrais dire, ton conscient, il pourrait se dire, «Bah, c'est pas grave, c'est que des signaux, comment dire? C'est que des signaux électriques dans mes oreilles, je m'en fous, machin». Oui, Bah, non, en fait, c'est pas mais- possible, juste, oui, c'est tu ça, peux pas t'habituer exactement. à ça, c'est trop relou, quoi. Ouais, Heu, enfin, ouais, le message global, c'est qu'en gros, on n'a pas le contrôle sur tout, on choisit pas tout, et c'est surtout, enfin, l'essentiel de notre comportement, il est drivé par des choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle ou qu'on conscientise pas. c'est ça, Et du coup, il va falloir les prendre en compte comme données entrantes dans notre quête du bonheur. exactement. Là, pour construire par rapport à ce que tu as dit, parce qu'en effet, tu dis, bah, voilà, il y a des données entrantes qu'il va falloir prendre en compte. Il y a un autre phénomène fondamental qui est très peu connu, tu sais, c'est que la nature, donc notre ADN, ça joue un très grand rôle dans nos vies. Ça, il y a pas beaucoup de gens qui savent ça. Heu, Bah, en fait, il y a le côté, il y a pas beaucoup de gens qui savent ça, et il y a aussi pas beaucoup de gens qui veulent l'admettre, tu vois. Parce que moi, j'ai discuté avec pas mal de monde suite aux différents podcasts qu'on a fait. ouais, Et tu sais, les bouquins sur la génétique, ouais, ouais, etc. ouais, ouais. Et en fait, quand tu dis aux gens, les gènes, c'est important, tu vois, dans la définition de ta personnalité, tu vois. Mmh. Et en fait, ça leur plaît pas, quoi.
souvent, soit ils sont frontalement contre, soit ils te disent oui, oui, mais après ils l'occultent dans leur raisonnement, en fait. Ils font comme si c'était pas le tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça me fait rire que tu dis ça parce que la conclusion de tout ce passage-là, c'était, juste, je disais: «Bah, moi, je trouve que c'est fun fact, mais en fait, j'ai arrêté de le mentionner aux gens parce qu'ils sont trop casse-couilles quand tu leur dis, en fait». Tu sais, Bah, c'est vrai dans que les soirées mondaines, quand tu dis: «Bah, fun fact, en fait, l'ADN», enfin bref, ce que je vais expliquer dans 5 secondes là, les gens, ils se vénèrent. Donc du bah, coup, en j'ai fait, je arrêté. pense que, tu sais, c'est lié à notre culture d'aujourd'hui qui est très individualiste, avec beaucoup d'insistance sur le mérite, sur l'égalité des chances, et cetera, et cetera. Et Ouais. le fait d'essayer de dire à quelqu'un, en fait, une grande partie de qui tu est conditionnée par, un facteur qui est prédéterminé, qui est tes gènes, Mmh. ça va à l'encontre de tout un système de valeurs qu'on essaie de construire dans les sociétés occidentales depuis, pas mal de temps, qui est le mérite, le travail, l'investissement personnel, l'individualisme, tu vois? Mmh. Je vais expliquer, peut-être après on peut je vais Ouais. juste pour pas perdre tout le monde, je vais expliquer, le concept, peut-être on peut revenir sur le fait que c'est pas accepté. Donc dans le livre, il prend l'exemple de Daphné et Barbara, donc c'est des vraies jumelles. Donc on rappelle que quand c'est des vrais jumeaux, c'est 100 d'ADN qui vont avoir en commun et Daphné et Barbara, les vraies jumelles, elles ont toutes les 2 quitté l'école à 14 ans. Elles travaillent toutes les 2 au gouvernement local. Elles ont rencontré leur mari à 16 ans. Elles ont toutes les 2 fait des fausses couches au même moment. Elles ont peur du sang et elles ont le vertige. Elles boivent du café froid, ça c'est quand même assez voilà. Elles ont des personnalités rayonnantes et elles éclatent de rire au milieu d'une phrase et en fait la punchline, c'est qu'elles ne se sont jamais rencontrées jusqu'à l'âge de 40 ans. Alors, OK, là c'est anecdotique, mais en vrai, en fait, comment on sait, on connaît l'héritabilité des différents, caractères des gens, c'est qu'on a fait des études, sur, un grand nombre, de jumeaux, adoptés et bah, du coup, en regardant, en comparant des jumeaux qui ont été adoptés par des familles différentes, donc évidemment, il faut prendre des grands nombres pour s'en rendre compte. On se rend compte que la plupart des traits psychologiques sont hautement héritables, c'est-à-dire que c'est de l'ordre de grandeur de 50 la corrélation d'un trait psychologique entre 2 jumeaux qui ont été adoptés par des familles différentes et qui se sont jamais vus du coin. Donc on a fait tout un bouquin, là-dessus, c'est l'épisode qui s'appelle Blueprint, si ça vous intéresse. Ouais, et ça, j'invite vraiment les gens à l'écouter parce que moi, ça m'a vraiment marqué. Mmh. Enfin, Ouais, et ça a un peu changé c'est ma assez vision de incroyable, hein. percevoir les choses. Et aussi, quand j'en parle, je constate que c'est quelque chose qui est très peu connu et qui est très difficile à admettre. Et du coup, Ouais. d'avoir un bouquin qui développe un peu plus cet aspect-là et qui explique, c'est intéressant. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que c'est un épisode où c'est un phénomène très peu connu, très intéressant, enfin en gros c'est tout bénef, quoi. Et même là, enfin, déjà de savoir ce qui est inné et ce qui est acquis. Mmh. En fait, c'est un débat. C'est globalement, il y a beaucoup de débats sur des choix politiques ou des choix sociaux Mmh. qui finissent à cet endroit-là, tu vois. Qu'est-ce qui est C'est inné, vrai, qu'est-ce qui ouais, est acquis? c'est vrai. Et en fait, c'est intéressant parce que ça donne une réponse partielle, mais ça Mmh. donne quand même des éléments de réponse. Et aussi même toute la méthodologie comme que tu as décrite sur comment tu arrives à savoir ce qui est inné et ce qui est acquis Mmh. en étudiant des cohortes assez larges de vrais jumeaux, donc qui partagent 100 de leur ADN, mais qui ont un acquis différent parce qu'ils ont des vécus différents, parce qu'ils ont été adoptés. Mmh. C'est quand même globalement une démarche quand même vachement intéressante, je trouve. Ouais Enfin, et j'aurais pas du tout pensé. et c'est vrai que une des punchlines aussi incroyables, c'est que quand tu prends des enfants, adoptés qui vivent dans la même famille, donc c'est des enfants qui ont 0 de gènes en commun, du coup, ils sont adoptés, ils ont des traits psychologiques qui sont corrélés à 0. Ça, c'est quand même vraiment une punchline, de fou. Vous regarderez l'épisode sur Blueprint, je pense, pour, essayer de tout, bien comprendre, mais c'est vrai que voilà, moi j'ai arrêté dans les soirées mondaines, pas dans les soirées mondaines, mais j'ai arrêté de dire ça, en fait, aux gens parce que je trouvais que c'était un fun fact, tu vois? Une fois que j'avais lu le livre, j'étais trop amazed et en fait, juste, Ouais. ça saoule les gens, en fait, donc Mais ça après, voilà, pour dire ça aussi, vu qu'il y a quand même des réticences assez fortes, faudrait rentrer un peu plus loin dans la méthodo et être vraiment carré, être certain que c'est 100 vrai, et que la méthodo, elle est vraiment robuste et la méthode de calcul des pourcentages et que la taille des échantillons, et cetera. Parce ouais, que c'est quand même quelque chose de très difficile à admettre, quoi. De se ouais, dire, en fait, ouais, mais en fait, je pense que, tu sais, on en a déjà parlé, mais et puis ça remet en cause énormément de politiques publiques, quoi. ouais. Mais en fait, c'est le truc, c'est que c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que les traits psychologiques, la manière dont tu les mesures en psychologie, en fait, c'est hyper robuste et justement cette robustesse de ce genre de méthodo, en fait, elle fait que, bah, en fait, c'est ce qui reste, c'est les gènes
Mais tu vois, je pense qu'on peut concevoir que dans une famille qui écoute le jazz, les enfants, ils vont peut-être plus écouter le jazz, tu vois, que dans une famille Mm. qui écoute pas le jazz. Mais c'est pas, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est pas un trait de Oui. caractère. Tu peux aussi avoir, j'en sais rien, des gens qui ont un certain trait de caractère qui, si tu le développes bien, en gros, bah, tu finis chef d'entreprise. Et si tu le développes mal, tu finis gangster ou je sais pas quoi. Mais juste dans les deux cas, c'est juste que tu es vachement motivé. Oui, je vois, en fait, Ouais, je comprends qu'il y a aussi un enjeu de définition, ouais, faut faire un peu des gaffe à ce différents qu'on dit, termes et c'est ça, ouais. des périmètres de chaque concept, tu vois? Genre, C'est qu'est-ce ça. qu'un trait de caractère? Parce que oui, effectivement, tu vois? Oui, c'est ça, voilà. Donc, Parce que mais sinon bon, tu fais les mauvaises conclusions, tu vois? Genre, tu ouais. dis, Mais bon, regardez l'épisode, il y a tout un épisode là-dessus et ça explique pas mal de trucs. Et donc ça, tu vois, là, on a vu 2 choses. On a vu d'une part, bah, le cerveau, il y a quand même des trucs immuables. C'est pas juste nous, c'est pas une conscience, et puis voilà, c'est tout. L'ADN, ça vient aussi remettre en cause ce truc-là. On n'est pas juste, une ardoise blanche. Heu Maintenant qu'on a compris tout ça, lui, il va commencer enfin, tu vois, là, on a compris tout ça, mais on se dit: «Bon, OK, mais c'est un peu pessimiste, du coup, c'est quoi les leviers qui nous restent? C'est quoi les trucs qu'on pourrait mettre à notre disposition pour, changer notre esprit?» Si finalement, il y a pas mal de choses immuables et lui, il va citer 3 manières de changer l'esprit, qui fonctionnent toutes les 3 parce qu'elles jouent sur l'éléphant et non sur le cavalier, sur le rider comme on a vu, comme on avait explicité tout à l'heure. Donc 3 méthodes pour changer de notre esprit et la première qu'il va citer, il dit: «C'est la méditation». Et donc il te dit, imagine, la méditation, c'est comme si tu prenais une pilule qui n'a pas d'effets secondaires et qui a que des bons effets. Et en fait, c'est la découverte, de Bouddha et de toute la, on va dire culture, orientale. Et donc il dit: «Bah, la méditation, c'est vachement bien, imagine, tu t'appelles Rachel, tu veux le respect. Rachel, elle va vivre dans une vigilance, constante des signes de non-respect de la plupart de ses potes, ce qui va la rendre malheureuse. La méditation, typiquement, ça peut l'aider à se détacher de ça. Je sais pas si toi, tu as déjà essayé de méditer des fois? oui, j'ai déjà essayé de méditer. Après, tu sais, c'est des trucs, c'est les effets, ils viennent quand même pas mal avec le temps. Heu, Justement, je trouve à la différence d'une pilule, c'est un truc, il faut quand même le Ouais, pratiquer pendant un certain temps et être un peu discipliné pour commencer à voir les effets, tu vois? La la différence feedback de loop, elle prendre est des pas très champignons, ouais, ou de l'ecstasy. la feedback loop, elle est pas courte, tu vois? Faut quand même le faire pendant un certain temps, être assidu. Ouais, Mais ouais, j'ai déjà essayé, mais j'ai jamais réussi à me discipliner. ouais, Mais oui, je suis assez convaincu des trucs, enfin, comme tu l'as dit, enfin, il y a globalement des études, des recherches précises qui ont démontré, l'intérêt du truc, quoi. C'est comme le sport, quoi. Tout le monde sait que c'est bien, mais tu as du mal à le faire. La ouais. méditation, je trouve que c'est un peu la même chose, tu Ouais, ouais, mais même je trouve qu'en en faisant pas forcément, tout le temps, tous les jours et vois? Ouais, tout, rien que de découvrir le monde, enfin moi je conseille vraiment aux gens, c'est-à-dire que, tu sais, tu vas fermer les yeux, tu vas essayer de juste de remarquer que tu as des pensées qui arrivent, tu vas essayer de remarquer que tu sens des trucs, que tu sens la chaise, que tu sens que là tu as un truc où tu pas bien, que tu as trop froid, trop chaud, juste tu vas remarquer les choses et heu et rien que de faire ça, ça t'ouvre un peu une nouvelle perspective. C'est que tu as des pensées qui arrivent de manière complètement aléatoire dans la tête, juste de remarquer ça, que en fait ton cerveau il génère des trucs, aléatoirement comme ça et heu et une fois que tu as ouais compris certaines et choses ouais, c'est intéressant parce que ça appuie ton propos sur l'éléphant, tu vois? En fait, tu te ouais, rends c'est compte que ça. Il te tu en balance des trucs, au hasard, ouais, ouais. juste, tu pas du tout en contrôle, genre ton truc, il est Ouais, toujours là, ouais. C'est ça, c'est-à-dire que là, si je te dis, cite-moi, 3 films. ouais, Bah, juste, ils vont apparaître au hasard dans ta tête et ouais et tu pas le contrôle, quoi. tu peux rien faire. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc là, tu vas être, bah, Frozen, la petite sirène et puis, Et tu vois, on l'a tous vu, c'est comme le truc genre: «Arrête de penser à ça», tu vois? Quand tu as envie d'arrêter de penser à un truc, genre tu vas y ouais, oui, c'est penser, tu vrai vois? qu'il y a ça aussi, ouais. Ou Ouais, quand ouais. tu as envie quand tu perds un truc, tu envie tu te dis: «Bah, vas-y, passe à autre chose, c'est pas grave, c'est perdu», tu vois? En fait, Mmh. tu arrives pas à passer à autre. Ouais. Bah, c'est ça et donc typiquement, voilà, moi, je vous conseille parce que ça peut aider, je sais pas, quand vous vous énervez, quand il y a un truc qui vous énerve, bah, en fait, vous remarquez que vous avez pas forcément besoin de vous énerver plus de 3 minutes, en fait, vous allez vous énerver et puis après juste tu ouais, juste, enfin, tu remarques que tu es énervé, je sais pas comment dire et tu remarques que c'est une émotion qui est apparue, machin et ça permet de se détacher. Donc d'où l'exemple de Rachel qui, je pense, peut péter un coup et arrêter de se prendre la tête avec le respect de ses potes. Donc ça, c'était le grand 1, la méditation. Le grand 2, c'est ce qu'on appelle, la thérapie cognitive. Donc ça, c'est aussi une manière de changer notre esprit et en fait, c'est quoi ce truc? Ça a été inventé par un gars qui s'appelle Aaron Beck, qui est donc psychiatre et en fait, Aaron Beck, il faisait comme tout le monde, en fait, pour guérir ses patients, tu sais, il faisait la méthode de Freud,
Donc, il leur expliquait qu'ils avaient envie de ken leur mère. Et du coup, constatant que ça marchait pas, Aaron Beck, il a inventé la thérapie cognitive. Et donc, la thérapie cognitive, tu sais, c'est tu entraînes le patient à remarquer qu'il a une pensée distordue, typique d'une personne progressive, à identifier les pensées qu'il a, à les écrire, à remarquer en fait, tu vois, ok, là tu as eu une pensée négative typique de la dépression, écris-le, machin, remarque que c'est apparu, tu vois, ça c'est la thérapie cognitive, quoi. Donc ça c'est le numéro 2. OK. Voilà. Donc la thérapie cognitive, bon, je pense qu'on le dit mal, mais c'est une discipline ou des exercices pour prendre du recul sur sa manière d'être, pour essayer de l'identifier, de remarquer ses différents comportements mentaux, et de faire l'effort de les remarquer, les lister, les expliciter et Mmh. à travers ça, par cette compréhension et cet effort, tu guéris ou tu résous tes problèmes, psychologiques, quoi. Ouais, je pense que c'est pas mal résumé. Après ici, moi, mon but, c'était pas forcément de vous donner une super définition et tout, c'est plus de vous dire: «OK, c'est un truc, ça existe». Si vous allez voir, un Ouais. psychiatre ou psychologue, je sais jamais, peut-être que vous pouvez, voilà, peut-être ça peut vous parler, si vous entendez ce truc-là, au moins vous saurez un peu ce que c'est. Et voilà, c'est des méthodos qui apparemment marchent, quoi, effectivement, d'identifier les trucs. Mais c'est vrai que ça ressemble à la méditation, je trouve, d'identifier que, Ouais. tiens, la pensée, elle est arrivée. Voilà. Donc ça c'est la deuxième manière de changer notre esprit. Et la troisième, elle est marrante, tu sais, il va dire, le Prozac ou autres composés chimiques qui vont, empêcher la sérotonine, donc c'est un neurotransmetteur associé au bonheur. Donc un composé chimique qui va empêcher la sérotonine d'être réabsorbée. Donc en gros, elle va rester là plus longtemps. Et donc, lui, il dit que ça marche très bien. Finalement, tu sais, c'est une manière, chimique de, changer ton état d'esprit, en fait. Tu vois un peu le truc? Ouais. Et donc, c'est controversé parce que c'est un raccourci et donc avec notre éthique, occidentale, no pain, no gain, on n'aime pas ça. Et c'est controversé parce que ça peut changer la personnalité. Alors, lui, il dit, ça la change pour le mieux parce qu'on se débarrasse des émotions négatives, mais voilà, bon, il est un peu bizarre parce qu'il dit que lui, il en prend pas parce que ça lui procure des effets secondaires incompatibles avec sa profession, notamment perte de mémoire. Donc j'ai envie de dire, tu vois, il prêche il prêche un truc qu'il prend pas. Mais déjà, je vois son point. C'est-à-dire que, bah oui, si tu des effets secondaires qui sont pires que les effets primaires, bah, le fais pas, du coup, c'est logique. Ça, on n'a pas besoin du bouquin pour comprendre ça. Mais je trouve que le truc intéressant, c'est qu'on en revient à l'ADN, c'est qu'en fait, on a tous un espèce de niveau de base de bonheur ouais, de bonheur. Et en fait, il y a certains composés chimiques qui permettent de l'augmenter, en fait. Ouais. Non, Tu mais vois le c'est truc? moi, je trouve ça vachement intéressant, bah, déjà enfin, ça rejoint, ce qu'on disait auparavant, c'est que déjà, c'est que nos émotions, c'est en grande partie des réactions chimiques et hormonales Mmh. qui se passent dans notre corps et dans notre cerveau. Déjà, donc il faut l'accepter et donc si tu joues sur, le cocktail hormonal qui circule dans ton corps, bah, tu peux jouer sur tes émotions. Ça également, c'est un fait scientifique, tu vois? D'ailleurs, les femmes le savent mieux que nous, avec la pilule et les règles et cetera. Mmh, ouais, c'est vrai. Heu donc déjà ça, faut l'accepter, tu vois? C'est comme ça et après, la deuxième truc qui, comme tu disais, c'est controversé, mais je trouve ça intéressant, c'est, de se dire, bah, du coup, on pourrait artificiellement jouer sur ces dosages hormonaux ou sur ces récepteurs hormonaux, dans notre corps et du coup, modifier nos états de conscience, enfin nos émotions, et c'est intéressant de faire des recherches là-dessus et voire de tester sur soi-même. Mmh. Et en fait, c'est plus, je trouve, c'est plus sur le papier que c'est intéressant ce qu'il dit. C'est que oui, en théorie, si on pouvait modifier chimiquement et pas avoir d'effets secondaires, en fait, ça serait tout bénef. Bon, là, il se trouve qu'il y en a, et donc peut-être que c'est intéressant que quand les effets secondaires sont pas, enfin, sont moins importants que ce que ça apporte, quoi. Oui et puis ça rejoint la discussion sur les drogues, tu vois? Parce qu'en fait, il y a pas mal de drogues, c'est ce qu'elles font, en fait. Oui, ouais, ouais, Et c'est vrai. mais le problème, c'est qu'elles ont des effets secondaires et cetera. Mais tu vois, moi qui suis un grand partisan des drogues, enfin non, mais tu vois, c'est intéressant comme truc, tu vois? C'est, Ouais, ouais, des ouais, c'est trucs intéressant. qui modifient machin, et c'est intéressant de enfin, tu vois, pour moi, je trouve ça bien qu'ils le banalisent et qu'ils présentent ça comme un outil comme un autre, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Tu Je suis vois, c'est d'accord. un outil, avec ses dangers, avec ses machins. Après, je Mmh. pense qu'il faut avoir un équilibre, tu vois? Effectivement, si normalement, comme on l'a vu plusieurs fois, genre le corps, il est quand même bien conçu.
Si tu as des récepteurs pour réabsorber ta sérotonine, ça doit avoir une forme d'utilité. Et du coup, si tu joues trop là-dessus, tu vois, il y a quand même le corps est quand même un équilibre, quoi. Mais il y a des moyens de Ouais et hem et peut-être une manière, où ça parlera un peu plus aux gens, tu sais, il y a je pense que toi tu connais, il y a le concept qu'on appelle, le hedonic, treadmill en anglais ou l'adaptation, hédonique et tu sais, c'est le fait, bah, en gros si, je sais pas, si tu manges un chocolat ou si tu reçois une récompense ou un Twix ou si tu réussis quelque chose, bah, en gros, tu vas avoir un espèce de pic, de bonheur. Si tu t'achètes une nouvelle voiture ou quelque chose comme ça, tu vas avoir un pic de bonheur et après assez vite, ça va redescendre, au niveau nominal et en fait, c'est logique parce que d'un point de vue darwiniste, en fait, tu as juste envie tu pas envie d'être contenté d'avoir trouvé des cerises et tu as envie de les manger et de continuer à chercher des fruits. Mais donc tu vois, le hedonic treadmill, ça te dit que, en gros, dès que tu as un petit pic de bonheur, en fait, ça revient au niveau nominal et en fait, pourquoi je dis ça? C'est qu'en fait, ce niveau nominal, en fait, d'après ce que je comprends, c'est pas le même chez différentes personnes oui, et notamment les personnes qui sont, un peu plus tristes ou même dépressives, bah, c'est juste qu'en fait, alors si je dis pas de conneries, que ce niveau nominal, en fait, est bas et que du coup, certaines drogues ou certains composés chimiques peuvent permettre de le rehausser, en fait. Donc tu vois, c'est exactement, intéressant. exactement et ouais, c'est très intéressant. Moi, j'aime beaucoup ce concept Mmh. de hedonic treadmill, mais effectivement, du coup, c'est un pic ou un creux, tu vois? En fait, ça dit que quel que Ah soit oui, tu as l'événement raison, ouais, ouais. positif ou négatif que tu subis dans ta vie, enfin que tu vis, dans ton existence, même si c'est des événements extrêmes, donc négatifs, par exemple, perte d'un enfant, ou positifs, par exemple, gagner au loto, Mmh. on a constaté empiriquement que quelle que soit l'amplitude de l'événement, qu'il soit positif ou négatif, le niveau de bonheur de la personne, il revient au bout d'un certain temps. Après, si l'événement est très ample, ça prend un peu plus de temps, donc plutôt que ça prenne une journée, une semaine, un mois, ça prend un an, 2 ans pour revenir au niveau de par défaut. Mais on constate qu'effectivement, en moyenne, le niveau de bonheur par individu est fixé un peu, est fixe, Mouais, tu as un niveau par la par nature, défaut ouais. Mmh. et voilà et après tu peux avoir des sinusoïdes, mais elles sont de courte durée et du coup, c'est intéressant parce que c'est rassurant pour les gens qui subissent un événement traumatique ou qui subissent un événement difficile. Bah, ils peuvent se dire au fond de leur tête quand même, normalement, si tout se passe bien, ils devraient s'en remettre, tu vois? Mmh. Et même chose, après l'aspect moins stylé, c'est pour les événements positifs. Ouais, c'est les C'est mecs qui ont gagné une voiture au big deal, en fait, c'est pas ils vont Bah, pas tu être, content, mais pas durablement, quoi. ouais, c'est Par ça. contre, si cette voiture te procure plus tard d'autres pics, tu vois ce que Ouais. je veux dire? Oui, 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 ça, En gros, évidemment, ouais. il faut trouver le générateur de pics, quoi. C'est ça et on va en reparler de ce truc-là parce que ce concept-là, en fait, il va être inclus dans la formule du bonheur, qu'on va voir tout à l'heure, donc forcément, on va en reparler et forcément, il est inclus. Mais avant de parler de ça, je voulais aussi, il fait ça dans le bouquin, il parle de nos relations avec les autres. Je trouve que c'est assez intéressant les trucs qu'il cite, et on va voir pourquoi, les interactions avec les êtres humains, ça peut aussi nous aider à résoudre pas mal de choses vis-à-vis du bonheur et il va citer l'expérience de Robert, Cialdini, je sais pas comment on dit, et en fait, c'est le livre que Clément Viktorovitch, là, on a fait un épisode sur le livre de Clément Viktorovitch, mais Clément Viktorovitch, il recommande à tout le monde le livre de Robert Cialdini qui s'appelle «Influence et manipulation», que j'ai pas lu et qu'est-ce qu'il fait Cialdini? Il fait un truc assez marrant. Il se balade, sur un campus et il demande aux gens s'ils veulent bien chaperonner un groupe de délinquants juvéniles pendant un voyage au zoo, pendant un jour. Donc en gros, il se balade, sur un campus et il demande aux gens: «Est-ce que vous voulez venir chaperonner les délinquants?» et apparemment, il y a 17 des gens qui acceptent, qui sont chauds pour aller chaperonner les délinquants juvéniles. Ensuite, il fait la même expérience, mais au lieu de demander, d'aller travailler un jour, il demande aux gens s'ils veulent bien travailler 2 heures par semaine pendant 2 ans avec des délinquants juvéniles. Et là, évidemment, personne n'a accepté. Donc il y a 0 des gens qui ont accepté. Mais dans l'expérience, il enchaîne et il demande: «OK, mais si vous voulez pas, est-ce que vous voulez bien chaperonner un groupe de délinquants juvéniles pendant un voyage au zoo pendant un jour?» Tu vois le truc ou pas? Oui, Donc en gros, il pose la même question qu'avant, mais oui, il y a un là cas où il pose la question préalable, où il demande beaucoup et après il demande moins dans un deuxième temps et il ouais, y a une expérience où il demande moins direct sans demander beaucoup auparavant. c'est ça. Et donc c'est quoi les taux? C'est-à-dire que dans la première expérience, j'avais dit il y a 17 des gens qui acceptent et en fait, dans la deuxième version, il y a 50 des gens qui acceptent, quoi.
Et donc, il Ouais. dit, Robert Cialdini, il dit la concession entraîne la concession. Et donc, voilà, déjà, on était un peu sur le cul avec le cerveau humain, les trucs de cerveau coupé, d'ADN. Mais là, c'est vrai que c'est aussi un truc un peu what the fuck par rapport à nos interactions avec les autres. Enfin, ça, c'est. On peut dire que c'est intuitif, mais je trouve que c'est quand même contre-intuitif, tu vois. C'est-à-dire que tu te dis, ben, en fait, juste, on a des trucs qu'on a envie de faire et des trucs qu'on n'a pas envie de faire. Et là, enfin, juste, ça passe de 17% à 50%, alors que c'est strictement la même chose qu'il nous a demandé. Enfin, tu vois, c'est quand même, Ouais, c'est énorme. Tu vois, c'est quand même la folie, quoi. C'est pas 17, 19%, tu vois. C'est genre, c'est 50, quoi. ouais. C'est genre x3, tu vois, Ouais, x3 sur ton taux de ouais, conversion, ouais, avec exactement la même question. Et ouais. ça rejoint toutes les discussions sur les biais cognitifs Ouais, ben non, on est et, complètement dedans, ouais. ouais, et l'éléphant qu'on contrôle pas, quoi, tu vois. Mais d'ailleurs, du coup, pour tous ceux qui ont envie de manipuler les autres, là, c'est du pain béni parce qu'en fait, vous comprenez qu'il suffit de leur demander un truc un peu plus Ouais, grand et de juste de revenir à ce que vous vouliez à la base. ouais. Et c'est censé marcher, quoi. Et ça, c'est un biais assez connu. Et en fait, ceux qui s'intéressent aux biais cognitifs, souvent, ils s'intéressent pas mal. Enfin, si ça vous intéresse, tu peux pas mal t'intéresser aux pratiques commerciales, tu vois, ou aux pratiques marketing. Ah oui, quand Parce tu as des que cours de marketing, tu penses qu'ils font ça à bah, il y fond, en là? a, les bons, ouais, ils font un peu ça. Et Ouais. surtout, les cours ou en entreprise, les commerciaux, ils sont très au courant des techniques de rhétorique pour obtenir l'accord de quelqu'un, Mmh. soit pour obtenir un rendez-vous, soit pour obtenir une vente, tu vois. En Ouais, fait, d'accord. les techniques de conviction, Mmh. c'est un truc de commercial, tu vois? Quand tu es commercial, ton job, c'est de convaincre, tu vois? Quand tu Donc sonnes chez les d'abord vieux pour leur vendre, un ouais, aspirateur ou exactement. Donc c'est d'abord de convaincre d'avoir au téléphone ou d'essayer de parler à l'interlocuteur à qui tu veux parler, puis ensuite d'obtenir un rendez-vous, puis enfin de lui vendre, tu vois? Et du coup, ils sont pas mal au courant de toutes ces techniques ah de putain, concession, pied quel dans la enfer, porte, enfin il y a pas mal de théories. quel enfer. Hem Et il y a un autre exemple qui est sympa, il dit: «Bah, dans la vie, on fonctionne, en mode, tu me grattes le dos, je te gratte le dos». Mais en fait, c'est plus subtil que ça. C'est plus, je pense que tu m'as gratté le dos, alors je te gratte le dos, tu vois? C'est un peu plus subtil que ça. Ce qui introduit forcément le jeu des apparences. C'est-à-dire, bah, faut faire semblant d'être sympa alors qu'on est un enculé. Et et pour illustrer ça, il cite une expérience qui est vraiment sympa. C'est l'expérience d'un certain Dan Batson, psychologue social. Et il fait jouer, 2 personnes à un jeu. Et donc, je sais pas, les 2 personnes, elles jouent ensemble à un jeu qui peut leur faire gagner un prix, important, donc c'est un gros truc. Et ensuite, ce qu'il fait, c'est qu'il prend une des 2 personnes là et il les invite, après le jeu, il les invite dans une chambre. Donc il invite la personne dans une chambre et il lui explique que c'est, elle qui va décider de qui gagne le prix, lui ou son confrère. D'accord? Donc ouais, imagine, toi, tu as joué avec ton confrère, Mmh. au jeu, ensemble, l'expérimentateur, il vient te chercher, il te met dans une chambre, il te dit: «Bah, c'est toi qui décides. Est-ce que c'est toi ou ton confrère qui allait gagner?» Mais il te dit aussi qu'on dira pas à l'autre personne que c'est toi qui as décidé, on lui dira que ça a été tiré à pile ou face, la décision. D'accord? OK. Et donc là, le professeur sort de la chambre et avant de sortir, il se retourne vers toi et il te donne une pièce de monnaie et il te dit, hem: «Voilà une pièce. La plupart des gens estiment que c'est la meilleure façon de décider, qui va gagner le prix». D'accord? Est-ce que tu as compris le setup? Je sais pas si j'ai été assez clair? Ouais, j'ai compris. Ouais, et donc c'est quoi les résultats, de cette expérience? C'est que, 90 de ceux qui n'ont pas lancé la pièce ont choisi de garder le prix. Bon, ça OK, why not? Mais le truc encore plus drôle, c'est que 90 de ceux qui ont lancé la pièce ont choisi de garder le prix. C'est pas marrant ça quand même? C'est pour se donner bonne conscience, quoi. Et du coup, forcément, quand il fait rentrer les gens dans l'expérience, en fait, avant, il leur fait passer des questionnaires sur la moralité. Et en fait, ces questionnaires, ils ont montré que, les gens qui ont lancé la pièce se considéraient comme plus moraux que, les autres, ceux qui lançaient pas la pièce. Donc c'est marrant, c'est-à-dire que tu as des gens qui se considèrent comme plus moraux que les autres, mais au final, quand tu parles juste du résultat, en fait, bah, en fait, ils sont pareils, quoi. Ouais. C'est voilà. Et bon, bah, c'est ce que le gars a appelé, heu, l'hypocrisie morale. Et donc, c'est incroyable. C'est-à-dire que les mecs ont une adaptation darwiniste dans le cerveau qui leur fait croire qu'ils sont tout beaux, moraux et tout.
Et au final, quand il s'agit juste des résultats purs, qui prend pour sa gueule et qui prend pas pour sa gueule, en fait, c'est pareil, en fait. Et ça, c'est ouf quand même. Ouais, je trouve ça vachement intéressant et même c'est intéressant dans tout l'aspect, tu sais, on s'auto-évalue tous en permanence, on se compare et on juge les autres et cetera Ouais, et c'est tu ça. vois, moi, je trouve ça c'est un enseignement intéressant dans le jugement des tu sais, on a toujours tendance à juger autrui plus sévèrement que soi-même, tu vois? Mais tu sais, Et de tous les gens qui disent qu'ils conduisent vachement bien, enfin, tu sais, les études qui montrent quand tu demandes aux gens est-ce que les autres conduisent mal et vous conduisez bien, et où, du coup, ouais, où il y a 100% des gens qui conduisent bien, et, et juste ça marche pas en fait. Les chiffres ouais, ça marche pas quand tu additionnes. ouais, c'est ça et tu vois, c'est intéressant parce que le fait de savoir ce genre de choses, Mm. ça accroît ton potentiel d'indulgence, je pense, dans la vie, tu vois? Ça veut pas dire que tu deviens parfait, je pense que tu te Ouais. préfères quand même aux autres et tu te trouves quand même plus stylé, tu vois? Mm. Mais ça te rend moins ça rend ton jugement moins acerbe, tu vois? Oui, c'est ça. Et voilà, je pense qu'il y a aussi des clés ici à trouver pour être un peu plus heureux, et pour moins se prendre la tête. Ouais. Euh, et voilà, bon, il avait essayé de rendre le truc un peu moins ambigu et de marquer sur la pièce gagné d'un côté et perdu de l'autre, et ça avait rien changé. Et ce qui était drôle, c'est qu'à un moment, il a mis un grand miroir dans la salle, et là, ça a changé un peu les choses. Ça a changé un peu les résultats quand les mecs pouvaient se voir dans le miroir. Ça, c'est assez drôle, quand même. Voilà. Euh, et il cite un certain Robert Wright qui dit: les humains sont une espèce splendide dans leur panel de moralité, tragique dans leur tendance à mal l'utiliser, et pathétique dans leur ignorance de leur mauvaise utilisation. Donc ça illustre bien le truc. Voilà. C'est beau. Donc ça, c'était les petites clés là. Et maintenant, on va passer à la formule du bonheur. Donc là, je pense qu'on va vraiment rentrer dans le dur du truc. Et donc, qu'est-ce qu'il va commencer par dire? Il va commencer par dire qu'il y a une idée qui est assez répandue, c'est l'idée que le bonheur ne peut pas se trouver dans les choses extérieures, mais que le bonheur se trouve à l'intérieur. Et tu sais, c'est une idée qui vient des sages anciens, comme Bouddha, ou alors ici, tu as un mec qui s'appelle Épictète, qui est un philosophe grec que je connaissais pas. Mais bah, tu sais, c'est connu, quoi. En gros, c'est les sages anciens qui défendent. En gros, ils avaient compris le principe de l'adaptation hédonique. Donc le fait Ouais. qu'il y a des pics de bonheur et que ça revient tout le temps au nominal. Et donc, bah, ils ont dit, bah, du coup, arrête de rechercher les pics de bonheur, descends du tapis, puisque en fait, ça n'a pas de sens d'être constamment insatisfait, de ne pas être Jeff Bezos. Enfin, c'est un tour que te joue ton cerveau. Voilà, c'est- c'est ce que les sages disaient. Mais ce genre de raisonnement, ça pourrait suggérer qu'on pourrait aller vivre dans une cave en ermite et être très heureux. Et on sent que du coup, c'est un peu limité parce que, on n'a pas très envie de faire ça, quoi, tu vois. Donc, je sais pas si tu rejoins un peu cette idée-là qui est assez répandue. Bah, j'avoue que j'y ai pas trop réfléchi, en fait. Mais Mais j'aurais tendance enfin, à dire qu'il y a quand même des facteurs extérieurs assez importants, quoi. ouais, ouais, ouais. Mais bon, c'est un peu caricaturé, mais c'est des trucs qu'on entend, je pense. Oui, T'en fais pas. oui, oui, Tu oui, vois, c'est souvent. Et souvent les trucs genre, oui, bats-toi contre toi-même, tu vois? ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, c'est clairement un truc, ouais, c'est clairement un truc, je pense, que ça existe dans la tête des gens. Ça, c'est une première hypothèse du bonheur. Et une seconde hypothèse du bonheur, Donc c'est quoi la euh, première hypothèse du bonheur, juste? bah c'est ça, c'est que en gros, le bonheur, c'est de descendre tapis roulant hédonique, en fait. OK. Tu vois, et juste de te dire, bah, en fait, j'ai pas besoin de gagner des trucs, c'est tout, parce que finalement ça n'a pas de sens. Tu vois. C'est une première hypothèse. Et c'est l'hypothèse qui nous vient de l'Orient, du Ouais. coup. Donc Il y a une seconde hypothèse. c'est un peu une hypothèse un peu Ouais, stoïque, quoi. Ça rejoint un peu les stoïques en philosophie, c'est de dire, faut exact, pas trop exactement, parce que s'exposer à des pics ou à des creux, quoi. ouais, c'est le cercle Quegré là qu'on a cité, là, Épictète, c'est un mec de l'école stoïcienne. Voilà, donc Ah c'est oui, d'accord, oui, exactement très ça. bien. Voilà, donc exactement ça. Donc c'est oriental et stoïcien, du coup, d'après lui. Donc ça, c'est la première hypothèse. Et la deuxième hypothèse du bonheur, c'est que bah, les gènes, donc ton ADN, importent énormément, et que les facteurs environnementaux importent très peu. Ça, c'est une deuxième hypothèse du bonheur. Et tu vois, il va donner l'exemple de deux personnes. Il dit il y a une première personne, c'est Bob,
Il a 35 ans, il est célibataire, il est beau, athlétique, il gagne 100 000 euros par an, c'est un intellectuel, il lit, il va au musée pendant son temps libre. Et une deuxième personne qui s'appelle Marie, qui gagne, en combiné avec son mari, 40 000 euros par an. Ils vivent dans la ville neigeuse de Buffalo, ils ont 65 ans, en surpoids, pas très jolie. Elle est très sociale, elle passe son temps dans des activités en rapport avec son église. Elle a des problèmes de reins et elle est sous dialyse. Donc il compare ces deux personnes-là. Et donc on a tous envie de dire, bah oui, c'est Bob qui est plus heureux. Et en fait, il se trouve que il faudrait, si tu devais parier, il faudrait parier que c'est Marie qui est plus heureuse. Parce que en fait, dans les trucs que j'ai décrits, en fait, un bon mariage, c'est un des facteurs les plus associés avec le bonheur. Faut faire attention parce que c'est probablement une corrélation inverse, parce que du coup, c'est les gens heureux qui sont mariés. C'est pas parce que tu es marié que tu es heureux. Probablement une corrélation inverse, mais du coup, là, tu aurais dû parier que c'est elle qui est plus heureuse. Il y a aussi le côté compagnon sur lequel on peut dépendre durablement. Apparemment, on ne s'adapte jamais à l'absence de ça. Il y a le côté religieux aussi, c'est-à-dire que les gens religieux sont plus heureux en moyenne, notamment grâce aux liens sociaux. Bob, il a une ribambelle d'avantages en pouvoir, statut, liberté, santé, météo. Mais en fait, tout ça, c'est des choses qui succombent à l'adaptation hédonique. Donc en fait, ça donne pas d'indice en fait, sur son bonheur. Et en plus, les hommes sont moins heureux que les femmes. Donc si tu devais parier, pareil, tu parierais pas sur Bob, mais sur Marie. Les vieux sont plus heureux que les jeunes aussi. Donc Marie, elle a un avantage. Et étonnamment, ça m'a étonné, mais je crois que c'est un mythe en effet, c'est que les pays froids ne te rendent pas moins heureux que les pays chauds. Je sais pas si tu avais ce mythe en tête aussi? Ah ouais, non, j'avoue, oui, j'avais ça en tête. Enfin, même si j'extrapole mon cas personnel, j'ai l'impression d'être beaucoup plus heureux quand même. Ouais, c'est vrai que j'avais ça en tête aussi, mais c'est vrai que quand tu regardes, tu sais, les pays scandinaves ou en fait, quand tu as tendance à classer les pays, par bonheur, en fait, c'est pas du Ouais, tout, mais c'est pas du tout évident que oui. le climat a quoi que ce soit, à faire là-dedans. Et donc c'est là-dessus qu'il s'appuie, sur le fait pour dire, voilà que ça rend pas forcément, plus heureux. Oui, mais Voilà. après, faudrait faire du toutes choses égales par ailleurs, quoi. Ouais, 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 je suis d'accord. Mais encore une fois, si tu devais parier, je sais pas, Oui. enfin, du coup, ça te donne pas d'indice, quoi. C'était plutôt ça son propos. Voilà, et donc c'est un petit exemple rigolo pour dire, hem, l'ADN a clairement une influence, ça on l'a vu avec, il y a quelques trucs où c'était de l'ADN. Mais Jonathan Haidt va dire qu'on sait maintenant que certaines circonstances, extérieures ont en fait, une influence, et qu'on peut augmenter son bonheur en jouant sur ces circonstances extérieures. Je sais pas, dans ce qu'on a cité, typiquement, il y avait, la religion et les liens sociaux. Ça, c'était un truc qui influait sur le bonheur et qui est plutôt de l'environnement. Hem Et donc, je vais te donner la formule du bonheur, Georges. Et donc, la formule du bonheur, c'est un truc qui a été mis au point par 4 chercheurs, Lyubomirsky, Sheldon, Shkad et Seligman. Et la formule du bonheur, c'est B, donc B le bonheur, égale ton niveau nominal biologique. Donc, tu sais, on en a parlé, c'est le niveau de base de ton adaptation hédonique. On a dit, si tu prends des choses comme du Prozac ou des molécules chimiques, tu peux éventuellement l'élever. Donc ça, c'est la première composante. B égale N, donc ton niveau biologique, plus A, les activités volontaires que tu entreprends, plus C, les conditions de ta vie qui ne sont pas soumises au principe de l'adaptation hédonique. Donc je vais expliciter un petit peu les, euh, les différentes choses. Donc c'est quoi les choses qui ne sont pas soumises à l'adaptation hédonique? Donc tu en as parlé tout à l'heure, il dit le bruit par exemple, c'est pas soumis à l'adaptation hédonique. C'est-à-dire que le bruit, tu t'habitues jamais, ça te casse tout le temps les couilles en fait. Mmh. Genre si tu habites, donc il te dit n'achète jamais une maison à côté d'un feu rouge majeur. Parce que, voilà, il dit, il y a une étude qui te dit apparemment toutes les 95 secondes, tu écoutes 42 secondes de playlists diverses, 12 secondes de moteur vrombissant et un klaxon tous les 15 cycles de feu rouge. Donc ça te fait, ça c'est marrant. C'est-à-dire que ça c'est pas il y a pas de concept, Ouais. hédonique là-dessus, juste ça te fait juste chier. Hem, le trajet du boulot,
Ça te fait toujours chier aussi, surtout si c'est embouteillé. Apparemment, voilà, tu t'habitues pas. Euh, euh, Avoir le contrôle aussi, il dit. Donc, je sais pas, il cite une expérience d'une maison de retraite où, en gros, ils avaient laissé les résidents choisir les films, les plantes, choses comme ça. Il y avait 15% de morts au lieu de 30. Euh, un truc rigolo, c'est la honte. Tu t'habitues pas à la honte. Et donc, normalement, ce qu'il dit, c'est que la chirurgie esthétique, ça apporte énormément de bonheur. Euh, il dit notamment les réductions ou augmentations mammaires. Parce qu'il dit que ça serait un problème journalier de devoir constamment cacher ce que tu perçois comme une déficience. Donc imagine, tu as un gros nez, j'en sais rien. Bah, apparemment, les gens qui se font refaire le nez et qui sont contents du résultat, ils sont jamais. C'est pas comme une nouvelle voiture, toi. Ils sont Ouais. tout le temps heureux. C'est marrant, tu vois. Ouais, c'est intéressant l'aspect, ouais, les complexes, quoi. En fait, ton complexe, il vaut mieux enfin, faut le Mm. traiter, quoi. Tu pourras jamais l'accepter, quoi. Enfin, tu pourras jamais l'intérioriser. Tu vois ce que je veux dire? Bah, je sais pas si c'est que Enfin, tu peux. c'est pas que tu pourras jamais, mais c'est que genre s'il y a quelque chose qui te complexe durablement, que Ouais, c'est t'arrives pas à plutôt passer ça, ouais. outre, C'est il plutôt vaut ça. mieux, tu vois. Ouais. Bah, ouais, c'est ça. Imagine, t'as un gros nez et ça te fait chier tous les jours. Enfin, ça veut pas dire que tu peux pas travailler dessus et te dire, oh, c'est pas grave, machin, mais Ouais. voilà, si le fait que ça te fait chier, et que ça te fait chier tous les jours et que du jour au lendemain, tu l'as plus, bah, t'es quand même beaucoup plus heureux, quoi. Ouais. Donc ça c'est rigolo. Et il cite un dernier, il dit tout ce qui est conflit interpersonnel journalier. Donc imagine, tu te disputes souvent avec ton coloc ou avec ta femme tous les jours. Bah, ça, c'est un truc que tu t'habitues pas, quoi. Il n'y a pas un moment où tu vas te dire ouais, normal, tu vois, mon adaptation hédonique est revenue au niveau nominal. Donc ça marche pas. Donc je sais pas si tu as d'autres exemples, mais c'est pas mal déjà les trucs qu'il cite, je trouve ça cool, tu vois. Non, mais pour le coup, je trouve ça vachement intéressant la liste des nuisances ou des kiffances, tu vois, Ouais, qui sont non soumises à l'adaptation hédonique, tu vois, c'est hyper intéressant. Mais tu vois, ouais. genre, ça t'aide beaucoup dans ta vie, tu vois, genre, le truc de le bruit, quoi qu'il arrive, tu pourras jamais intérioriser la contrainte, enfin, tu pourras jamais passer outre les disputes, c'est quelque chose qui va te plomber quoi qu'il arrive. Les complexes, si tu le résous pas, soit physiquement, soit mentalement, Mm. tu pourras jamais tu vois, c'est quand même intéressant, quoi. Et dis-toi, tu veux t'acheter une nouvelle maison, bah, c'est hyper important de savoir que, enfin, je sais pas moi, mais une chambre en plus ou un truc comme ça ne vaut pas 30 minutes de trajet. Ouais, Enfin, tu vois, il y a des choses, c'est intéressant en fait. ouais. Ouais. Donc ça, c'est pas mal intéressant. Donc je rappelle la formule du bonheur, c'était bah, le niveau de bonheur nominal que tu ressens, avec ou sans produits chimiques. C, c'est les conditions de ta vie non soumises à l'adaptation hédonique. Et le dernier, la dernière composante de la formule, c'est les activités volontaires que tu entreprends. Et les activités volontaires que tu entreprends, euh, tu sais, c'est en gros les petits plaisirs. C'est-à-dire bah, manger, typiquement, manger un bon plat. C'est quelque chose qui va t'apporter du bonheur. Mais tu sais, c'est tous les plaisirs qui sont soumis à l'adaptation hédonique. C'est-à-dire que tu vas manger un truc qui te fait plaisir, mais ça va revenir assez rapidement au niveau nominal. Mais tu vois, si tu arrives à euh, construire ta vie pour que pas mal de fois dans la journée, en fait, tu as des petits moments de plaisir, en fait, bah, ça rentre Ouais. dans la formule apparemment, euh, qui est, bah, voilà, c'est toutes les petites gratifications. Alors, il dit, euh, il dit manger, il dit bosser sur ton nouveau bouquin ou sur un projet, conduire sur une route de campagne, faire un sport d'équipe, avoir une conversation intense avec des amis. Bah, tout ça, ça va te saouler au bout d'un moment. Mais si tu construis ta vie pour avoir ça de temps en temps, bah, c'est cool. Imagine, voilà, je sais pas, t'as entraînement de foot le soir, t'es trop content d'aller faire du foot. C'est pas pour ça que si ton entraînement de foot il durait 10 heures, tu serais content, mais juste là d'avoir fait ta vie pour avoir ton petit entraînement de foot et bah, c'est cool, tu vois. Et Ouais, donc, non, c'est super intéressant. Ouais, mm, aussi, il y a la notion de ouais. En fait, pour moi, le A, tu pourrais le diviser en déjà, il y a A plus, A moins, quoi. mhm, mhm. Ou enfin, il y a les gratifications et les aspects négatifs, quoi. Ah Les oui, ça activités oui, négatives. oui, je suis d'accord. Ouais. Et après, tu pourrais y affecter une fréquence, quoi. Quand tu dis construire ta vie de Mm, manière à multiplier ou à rendre ce genre de moments récurrents, mm.
ça introduit la notion de fréquence, quoi. Du coup, c'est cool de faire un foot tous les mardis matins avec tes potes, tu vois? Ou faire un Ouais. nectar toutes les 2 semaines, t'es content. Bah, ouais, c'est ça et en fait, je me souviens, en fait, quand parce que je l'ai lu il y a un peu longtemps ce livre et en fait, je me souviens que, ça j'y pense souvent, en fait. C'est-à-dire j'ai remarqué que j'ai implémenté ça. C'est-à-dire Ouais, que je me fais cette réflexion, c'est-à-dire que je sais pas, je suis en télétravail et je me dis: «Vas-y, je vais me lever, je vais me faire un smoothie» ou je vais me faire un tu vois? Juste et tu te poses genre, 10 minutes, devant, une petite série ou un truc, machin, en buvant ton smoothie et tu te fais un kiff et en fait, limite, enfin, c'est grâce à ce livre, tu vois? C'est de se dire, bah, en fait, ça compte, tu vois? Tous ces petits trucs, enfin, ouais. mine de rien, Ouais, ça compte et puis il y a la notion de en fait, tu peux ne jamais te lasser, quoi. Juste si c'est suffisamment espacé, tu sais que ex ça te rend heureux durablement, quoi. ouais, c'est ça, je pense que tu es toujours heureux de te prendre un petit Ouais. smoothie devant ta série, En fait, c'est ça. chaque En fait, c'est jour, que c'est pas pérenne, tu vois? Si tu le fais une fois, ça va pas se pérenniser tout le temps, mmh mais le plaisir est durable dès lors qu'il est récurrent, quoi. Ouais, c'est ça et du coup, tu peux par contre, construire ta vie, bah, pour avoir ces petits plaisirs-là de façon, récurrente. Bah, comme c'est ce que tu disais, enfin, du coup, si tu te dis: «Le mardi, j'ai foot avec mes potes», bah, en fait, Ouais. bah, trop bien, ouais. En fait, tu fait un pas pour organiser ta vie, pour avoir plus de bonheur. Et c'était intéressant la liste des activités non soumises à adaptation hédonique, genre il y a une liste précise qui a été établie par des recherches et cetera ou c'est un peu, Bah freestyle? bah, écoute, ce que je vais faire, c'est que, du coup, je vais juste reprendre la page où c'est marqué et je vous mettrai, en lien, les références plus, ce que j'ai qu'à faire si le texte, de description de la vidéo de YouTube, il m'autorise. Juste, je mettrai la liste complète du livre, du coup, Ouais. si elle existe. Donc, on peut faire ça. Et puis je te la donnerai parce que je vois que ça te fait kiffer évidemment. Hem, mais au final, bon, je trouve ça rigolo. Bon, tu as une formule avec, ton niveau de base, les petites activités, soumises au principe, du tapis roulant hédonique et les activités qui sont et les juste la situation qui est pas soumise, heu, au, tapis roulant hédonique et en fait, au final, tu constates, pour, clôturer ce chapitre-là, que en fait, la vérité est détenue, partiellement par les orientaux, donc Bouddha, machin, mais que la culture occidentale n'est pas sans mérite, hein. C'est cool aussi de les petits bonheurs de la vie et tout ça, en fait, ça contribue vraiment au bonheur, quoi. Enfin, tu le vois, Oui, si tu si tu fais confiance à la formule, tu vois que c'est oui. inclus dedans, en fait. Oui, en C'est fait, il y a 3 variables. La variable, hem, tu vois, tu as la variable qui correspond un peu aux orientaux, c'est ton niveau de base, tu vois? mmh. Heu la variable qui correspond un peu à notre culture, c'est les activités qu'on puisse faire et ou les changements de situation qu'on peut faire. Ouais, j'ai un peu du mal à caler, où est la variable des orientaux, dans la formule parce que je Ouais, pense que tu peux en débattre longtemps, peut-être ça peut être, ne te rends pas malheureux du coup, oui, oui, je être en vois. quête de tous les pics. Enfin, je pense ça Oui, on peut en discuter des heures, mais voilà, ouais. je sais pas si ça se rattache facilement à la formule, mais je pense qu'on a compris, quoi. Hem, donc ça, c'était sympa. Il y a un autre truc qui est sympa et je vais pas passer beaucoup de temps dessus, mais juste c'était cool de l'avoir en tête, c'est sur tout ce qui est, amour et autres attaches. Parce qu'il dit, on peut pas parler, de bonheur sans parler d'amour, c'est forcément lié et donc je fais ça assez rapidement. Il rappelle que les humains sont la seule créature dont les bébés servent littéralement à rien une fois qu'ils sont nés. Bon ça je pense qu'on a tous compris, tu sais, une fois que ton bébé, il est né, il est dépendant d'un adulte pendant au moins 10 ans, quoi, donc c'est un truc de ouf. Enfin, ça a rien à voir avec les autres animaux. Bon, en gros, c'est dû au fait que, on quand on est on a un très gros cerveau et donc on est obligé de naître super tôt, si on veut, que ça puisse, passer, enfin, que si on veut que la femme puisse accoucher, sans qu'elle soit, complètement détruite par l'accouchement, quoi. Donc voilà, donc il y a forcément une notion de, bah, le bébé, il est ultra dépendant, il y a besoin, d'un couple, donc d'une femme et un homme, pour s'occuper, du bébé et voilà, donc du coup, il y a eu, une espèce de coévolution entre la taille du cerveau des bébés et le fait que, bah, l'homme, et la femme, enfin surtout l'homme du coup, veuillent bien rester, heu, pour, aider et heu et du coup, bah, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, en fait, il y a eu cette espèce de création darwiniste de la, notion de couple. C'est-à-dire, en fait, bah,
l'homme, il aime la femme, elle aime l'homme, l'homme, il aime l'enfant, la femme, elle aime l'enfant, l'enfant, il aime la femme et l'homme. Enfin, tu vois, c'est un truc vraiment qui a coévolué avec la taille du cerveau, en fait. Je sais pas si tu avais ça en tête un peu. Ah non, j'avoue, mais c'est intéressant de se dire que le couple, c'est une création, enfin, ouais, c'est une création darwiniste, quoi, qui est venue, en Ouais. gros, comme l'enfant, il est dépendant très longtemps, parce que, il est obligé de sortir tôt, bref. Mm. Et du coup, cette longue dépendance de l'enfant contraint l'être humain à se mettre à 2 pour pouvoir gérer cette dépendance, quoi. En Ouais. plus de sa survie, individuelle, quoi. Ouais, c'est ça. Et, euh, et pourquoi on dit ça? Ça revient un peu au truc de l'éléphant de tout à l'heure. C'est qu'en fait, on a un besoin presque. Enfin, c'est un besoin Viscéral, quoi, ouais. physiologique, quoi. C'est un peu viscéral, ouais. Et donc, du coup, ça peut potentiellement être compliqué sans ça, quoi. Ouais. Et il y a un truc qui m'avait fait marrer parce qu'en plus, ce con, il met un graphe dans le, dans le livre. Il compare deux types d'amour. Il compare l'amour passionnel, très intense au début, mais qui s'éteint rapidement. Et il le compare à l'amour compagnonnel, qui est peu intense, mais qui augmente sur la durée. Et donc, ce con, en gros, il a mis deux graphes. Et donc, tu sais, t'as l'amour passionnel, où en gros, c'est Ouais. hyper haut. Et ça descend. Alors, du coup, parce que c'est issu d'une vraie étude, hein, c'est pas Ouais. juste, il s'est pas juste amusé. Et en gros, ça descend. Et au bout de 6 mois, c'est fini. Et il a l'amour compagnonnel, je sais pas si c'est un vrai mot, qui du coup augmente petit à petit et au bout de 6 mois, il dépasse l'amour passionnel et au bout de 60 ans, il est très haut. Alors par contre, il a l'air, l'amour compagnonnel a l'air de stagner quand même au bout de 40 ans. C'est-à-dire, au bout de 40 ans, ça arrête d'augmenter. Ouais, aux compagnonnes, mais bon. Voilà. Donc ça, j'ai pas spécialement prévu de vous donner la source, mais si vous la demandez, dans les commentaires, je vous la donnerai. Donc ça, c'est rigolo. Hem Et donc, ça, c'était sur l'amour. Petite parenthèse qu'on a fait sur l'amour, on peut faire. euh, Ça te donne envie de trouver. Tu préfères le compagnonnel ou le passionnel, du coup, genre. Bah, obviously, de toute façon, le passionnel, il s'éteint au bout de 6 mois, tu vois? Donc soit on Pour rejoint 3 renouveler. variables et donc soit tu le mets dans une variable A qui fait que tu dois multiplier les amours passionnels Bah ouais. pour tu vois? Mais ça a l'air d'être c'est quand même un effort, c'est un gros Mm. effort, tu vois? C'est ça, c'est Heu, ça. Ouais, c'est alors moins que d'effort, hein, le enfin, tu compagnonnel. vois, genre, alors que le compagnonnel, il me paraît plus systémique dans le sens, une fois que tu l'as, bah, il est là, tu vois? C'est comme ton foot tous les mardis, tu vois? Ouais, c'est ça. Ouais, Alors je que pense l'autre, le. faut partir en quête perpétuelle de nouvelles passions, tu vois? Mais je pense le compagnonnel, c'est la variable C, tu vois. C'est les conditions Oui, c'est que structurel, tu as quoi. construit. Ouais, ça a l'air structurel. Alors que ton passionnel, bah, c'est une activité que tu fais, mais du coup, il faut faire l'effort d'aller retrouver, Mm. tu vois? Ça a l'air C'est relou, tu ça. vois? Faut aller chercher des trucs, quoi. Faut aller chercher les Euh, trucs. Voilà. Et donc ça, c'était la première parenthèse sur l'amour. Il y a une deuxième parenthèse intéressante sur la vertu. Heu et ça fait la Xème fois qu'on le voit, mais je pense qu'on a compris. C'est-à-dire qu'il y a toujours il rappelle encore une fois qu'il y a toujours eu cette grande dispute dans la vertu entre déontologistes d'un côté et conséquentialistes de l'autre. Donc je rigole parce qu'on l'a fait il y a 2 épisodes, je crois, sur le truc sur les animaux, ce truc-là. Et donc les premiers, là, les déontologistes, ils pensent qu'il ne faut jamais tuer une personne innocente, même si ça permet de sauver 100 vies. Et les seconds, donc les conséquentialistes, ils pensent qu'il faut effectuer les actions qui produiront le plus grand bien, donc c'est OK, pour tuer une personne innocente si ça peut sauver 100 vies. Et en fait, comment tu le lis au bonheur, ça? Enfin, je trouve que c'est intéressant. C'est-à-dire que, tu sais, on peut relier ça par rapport à tout ce qui est altruisme efficace, les épisodes qu'on a fait sur les manières efficaces d'être altruiste. Donc, typiquement, si tu achètes des moustiquaires contre la malaria, donc qui est le truc le plus efficace que tu puisses faire pour sauver des vies, c'est pas sexy du tout, mais ça permet de sauver plein de vies. Et ça procure peut-être un certain bonheur aux gens d'être efficaces dans leurs dons. Mais je sais pas comment dire ça, mais c'est un certain type de bonheur. J'ai peut-être envie de dire, c'est le bonheur qui sera dans la catégorie C de la formule qu'on a vue, donc les conditions de ta vie. Tu vois, c'est-à-dire que tout au long de ta vie, si tu as automatisé tes dons pour la malaria, là, peut-être que c'est un bonheur de type C. Euh,
Alors que tu sais, si tu réunis 100 000 € pour sauver une petite fille qui avait besoin d'une opération coûteuse, par exemple, bah ça, c'est une sorte de charité non efficace, parce qu'avec les 100 000 € si tu avais, si t'avais acheté des filets à moustiques, tu aurais sauvé bien plus de vies. Mais c'est un truc qui apporte énormément de bonheur de sauver la petite fille. Parce que, en fait, le cerveau humain, il est câblé pour recevoir du feedback quand t'aides une petite fille, mais pas forcément quand on aide 1000, quoi, tu vois. Et donc, c'est marrant parce que moi, j'ai vu des témoignages où, du coup, les gens font les deux. C'est-à-dire, en gros, ils donnent contre la malaria, et des fois, ils font ce qu'ils appellent du charity porn, de la charité pornographique, où, genre, en gros, juste, ils donnent beaucoup d'argent pour une cause, et en effet, peut-être que l'argent, il aurait pu être mieux utilisé autre part, mais eux, ils sont contents, tu vois, ça leur fait du bien et tout, voilà. Et Ouais, donc, tu c'est vois, il y a intéressant en deux fait, types de bonheur, quoi. c'est de dire, c'est un peu genre une forme il y a une forme d'altruisme qui est un peu égoïste, tu vois. Mm. Genre, tu fais de la charité, mais Mais un peu pour toi, ouais. c'est plus pour te faire plaisir, tu vois, même Mm. si ça reste bien. Et Ouais. il y a une forme de charité qui est vraiment altruiste, tu vois. Et Ouais. c'est intéressant de se dire, voilà, et tu peux pratiquer les deux, il n'y a pas de jugement, tu vois. Mm. Mais il y en a une qui est un peu une forme d'altruisme véritable, et il y en a une autre, ça reste du bien ce que tu fais, mais c'est plus égoïste, quoi. Ouais, ouais. Ça, c'est marrant, Ouais. Mais c'est intéressant parce que ouais, c'est intéressant de le présenter comme ça et de dire que les 2 sont valides et que tu peux même combiner les 2 parce que, enfin, ça reste légitime de chercher sa satisfaction personnelle, tu vois? C'est ce qu'on fait tous d'ailleurs, on fait un podcast sur le bonheur, tu vois? On a hein. envie Ouais, d'être heureux, tu vois? ouais, ouais, c'est ça. Donc c'est pas un problème de rechercher d'être un peu partiellement égoïste ou de rechercher son bonheur ou sa satisfaction personnelle, mais le truc le plus altruiste dans le sens où, si ce qui t'intéresse, c'est réellement l'impact et l'amélioration de l'existence de ton prochain, bah, Mm. c'est la démarche d'altruiste efficace. Après, si ce qui t'intéresse un peu plus ou ce que tu recherches plus, c'est ton bien-être individuel ou la perception que tu as de toi-même, bah, tu peux faire du charity porn. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est marrant parce que les gens qui se retrouvent dans ces situations-là, par exemple, qui donnent que à altruisme efficace, en fait, tu vois, ils décrivent comme une sorte de. Ils restent un peu sur leur faim. Bah, je Ils ont pas étanché leur soif de charité en donnant un ouais. truc pas sexy comme la malaria, ou juste filer de la thune à un mec au Bangladesh. Tu vois, ils sont là-bas. Ouais, Bah, c'est je suis cool, d'accord. mais. Bah, ça rejoint l'éléphant, tu vois. Ça Mm. rejoint l'inconscient, Mm. c'est que genre, tu beau savoir que tu as fait le truc le plus efficace, Ouais, si t'as pas le sourire de la petite fille en face de toi ou le ouais, SDF à qui tu as donné de main en main tu as ouais, eu un échange intéressant avec lui, tu ouais, vois? C'est que ça te procure quand même plus de ouais. et tu vois? Et c'est intéressant de se dire, voilà, on a dit qu'il faut prendre en compte l'inconscient et qu'il faut pas occulter la part d'inconscient Mm. et de non rationnel dans nos décisions. Et du coup, si on dit ça, bah, on peut dire parallèlement, du coup, c'est normal de faire de la charité non efficace. Oui. Peut-être que le truc ultime, c'est effectivement une combinaison des deux, avec idéalement une pondération beaucoup plus élevée pour la partie efficace, quoi. Ouais, 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 c'est ça. Enfin, en fait, enfin, tu sais, je trouve qu'on pourrait juger les gens qui font ça et dire, bah non, mais donne ton argent à altruisme efficace. Enfin, fais un truc efficace quand même. Mais si tu veux, enfin, enfin, on en a déjà parlé plein de fois, mais enfin, les gens, ils font plein de trucs pour eux. Ils s'achètent des ailerons de tuning pour leur voiture. Enfin, tu vois, enfin, si les ailerons de tuning, ça les fait kiffer, et que donner une petite fille, ça les fait kiffer, bah, autant donner à la petite fille. Enfin, tu vois, c'est juste. Enfin, bref. Ouais, ouais. Euh, non, parce que je vois les gens venir qui dire, bah non, mais du coup, ne donne pas à la petite fille et donne contre la malaria, mais enfin, voilà, Oui. c'est pas le délire, en fait. Ou à l'inverse, fais que donner à la petite fille et fais ce qui te fait plaisir et faire juste un virement bancaire tous les mois. Et Oui, c'est si c'est, ça. tu vois, c'est C'est vrai que c'est ça. pas bandant, hein, genre Oui, oui. mais Parce que, tu bah, vois, oui, genre, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. même, je pense que même du point de vue de l'altruisme efficace, de prendre en compte cet aspect-là, ce serait intéressant, tu vois, et de dire oui, bah Mm, fais, si tu te considères, tu veux donner, considère que si tu as un budget de don, disons, de 100 euros ou mm. par mois, bah tu autorises-toi à dédier 10-20% de ce budget-là pour de l'altruisme panache, tu vois, de l'altruisme un peu champagne, tu vois, C'est ça. pour te faire kiffer, tu vois, et ça Vas-y, peut mais être bien, on intéressant. crée une assos en opposition frontale avec altruisme efficace. Et ça s'appelle genre Champagne Altruism. Champagne. Non, mais tu vois, genre, enfin, moi, je trouve ça Et, intéressant même pour l'acceptabilité du truc. C'est vrai que c'est vrai que juste de faire un virement mensuel, c'est pas bandant, tu vois. Genre, t'as oui, quand même oui. beaucoup plus envie de donner à la personne que tu croises tous les jours, tu vois. Oui, mais ce qui était sexy dans l'altruisme efficace, c'est que justement, c'est ce type-là qui est moins connu, finalement. Tu vois, Ouais.
voilà, bon, bref. C'était une parenthèse qui était sympa, qu'il fallait peut-être faire. Et on va arriver bientôt au God Miché, donc on arrive, on arrive. Euh, là, c'est la partie où il parle de trouver un but et un sens. Donc, c'est la partie où il va parler de divinité avec ou sans Dieu. Et pour ça, il raconte une petite histoire. Donc, c'est l'histoire du monde plat. Et c'est un livre qui a été écrit par un certain Edwin Abbott, qui est un écrivain anglais. Et en fait, la petite histoire, il dit, c'est un monde en 2D dans lequel les habitants sont des figures géométriques et le personnage principal est un carré. Et un jour, il est visité par une sphère. Donc la sphère, elle vient de 3D-Land. Et la sphère, vu elle vient les visiter dans le monde en 2D et que c'est une sphère, du coup, elle peut changer sa taille. Tu vois, c'est un cercle, quoi, du coup, dans le monde en 2D. Elle peut changer sa taille en bougeant sur l'axe Z ou disparaître en sortant du plan, carrément, en sortant du monde 2D. Et la sphère essaie d'expliquer le concept de 3D au carré, mais c'est pas possible. Alors la sphère arrache le carré de son monde 2D, donc elle la fait monter sur l'axe Z, quoi. Et donc le carré voit le monde de haut, et le carré, du coup, il voit les intestins des autres formes géométriques. Et voilà, émerveillé, il devient le disciple de la sphère et se met à prêcher la bonne nouvelle. Donc ça, c'est pour la petite histoire qui, comme ça, ne veut rien dire. Euh, Et en fait, qu'est-ce qu'il veut dire Jonathan Haidt, il dit qu'on est tous un peu dans un monde plat, où les deux axes sont, il dit, l'axe des proches et des affinités, d'une part, et le deuxième axe, ça serait l'axe de la hiérarchie et du statut. Euh, bon, euh, pourquoi pas, on pourrait imaginer d'autres axes, j'en sais rien, moi, par rapport à la formule de tout à l'heure, on pourrait dire tu as l'axe A et l'axe C, donc l'axe des petits bonheurs hédoniques et l'axe de comment t'organiser sa vie. Je sais pas si on pourrait faire ça. Mais bref, du coup, le point, c'est en fait, lui, il essaie d'introduire un troisième axe qui est l'axe Z, et il dit maintenant, imagine que tu rencontres quelqu'un et en fait, il fait quelque chose de tellement beau que tu te sens élevé selon un troisième axe Z que jusque-là, tu connaissais pas. Et lui, cet axe Z là, qui t'élève, en fait, il appelle ça l'axe de la divinité. Et évidemment, tu as un corollaire qui est que tu peux devenir aussi appauvri quand tu perds de vue cette dimension. Donc ça marche aussi. J'imagine qu'il y a des choses qui peuvent t'élever, il y a aussi des choses qui peuvent te rabaisser. Et typiquement, pour illustrer ça, je sais pas si tu arrives à voir un peu ce que c'est l'axe Z Euh, dont il ouais, parle ou enfin, pas. l'interprétation que j'en fais, c'est plus une forme de passion, quoi. Et après, enfin, une forme de passion, une forme d'activité qui te transcende, tu vois, Mm. qui n'est pas nécessairement liée à ton entourage ou qui n'est pas nécessairement liée à une forme de statut social. Ouais, Euh, c'est plus, tu as trouvé une activité qui fait que tu t'oublies, qui te transcende, c'est ça, ouais. tu vois, et Et du coup, ça peut être une activité artistique, ça peut être une activité sportive, ça peut être, tu vois, j'ai l'impression que ça peut être beaucoup de choses, quoi. Une activité des gens qui religieuse. chantent dans une église, ouais, c'est ça Ouais. typiquement. Là, tu vois, il cite une étude où ils avaient mis des femmes, 45 femmes qui allaitent dans un labo. Et on leur a montré des vidéos, alors il dit hautes sur l'axe Z, donc en gros, je sais pas, c'était des vidéos où il y avait un gars qui exprimait sa gratitude à l'autre de lui avoir sauvé la vie, tu vois, tout ça. Il y avait des vidéos normales pour comparer. Et apparemment, l'effet était énorme parce que les femmes qui étaient exposées aux vidéos qui sont élevantes, je sais pas comment appeler ça, ont commencé à avoir des fuites de lait ou se sont mises à nourrir leur bébé, ont montré plus de chaleur dans la manière de toucher leur bébé et tout. Donc, enfin, il y a l'air d'avoir un vrai truc quand tu confrontes les gens à ce genre de truc. Et voilà, enfin, les religions aussi, enfin, ça peut avoir ce côté qui t'élève sur l'axe Z, même si lui, il dit que les religions ont parfois tendance à perdre contact avec leurs origines élevantes, dans le sens où Ouais. c'est pris en charge par plus des bureaucrates de la religion qui sont là pour garder l'orthodoxie, parce que l'orthodoxie, voilà. Mais bref, du coup,
c'est intéressant parce qu'il dit qu'il y a un axe supplémentaire en fait dans le bonheur qui est cette Ouais. élévation et ce. Moi, j'aime bien cette notion, mais je trouve qu'elle est difficile, tu vois, parce que, tu vois, c'est un truc facile à dire, genre trouve ta passion, trouve quelque chose qui te transcende. Mais tu vois, quand tu l'as pas, c'est difficile, quoi. Et je pense qu'il y a, et Ouais, je pense qu'il y a une forme d'état d'esprit aussi, de capacité à l'avoir, tu vois. Je pense que il y a une question de, voilà, juste t'as pas trouvé, etc. Et il y a une question juste, t'es pas dans le mindset, t'es pas dans l'état d'esprit, t'es pas capable de, tu vois, de te réaliser de ce point de vue-là, tu vois. Enfin, je sais pas, j'en sais rien, j'ai pas les, je sais ouais, pas pour peut-être. autrui, tu vois, mais moi, par exemple, j'ai pas de passion spécifique, tu vois. Et j'ai toujours été envieux de ces gens-là qui ont, tu sais, qui sont un peu obsessionnels sur quelque chose, Hmm. quel qu'il soit, au-delà de leur utilité, de l'utilité donnée de la chose, tu vois. Hmm. Et qui la pratiquent de manière récurrente, avec très peu d'efforts, parce que juste l'effort que ça leur demande, ça les rend heureux, tu vois. Et tu vois, quand t'as pas ça, en fait, c'est très difficile. C'est comme l'amour, tu vois, c'est très difficile de le décréter, de dire Ouais. j'ai envie, tu vois ce que. Mais là, tu es parti sur une passion, alors que je sais pas si c'est l'exemple le plus évident. Tu vois, j'ai envie de dire, les trucs qui parlent souvent aux gens, c'est imagine, tu trouves un endroit où tu vois vachement bien les étoiles, Ouais, tu te poses et tu regardes ça. Ça, je pense que ça compte, tu vois, c'est un truc qui va t'élever. Un truc où juste, je sais pas, t'imagines tu fais du camping dehors et c'est beau, c'est la nature, machin, je pense que ça va t'élever aussi. Enfin, ou alors, tu regardes, je sais pas, une scène, avec des animaux, sauvages, qui font un truc, que tu jamais oui. vu, machin, je pense. Oui, mais Tu vois? ouais, dans ce cas-là, en fait, ça rejoint la variable A dans la formule du bonheur, quoi. C'est plus genre une activité que tu fais un peu de temps en temps. Peut-être, mais peut-être que c'est des trucs qui se recoupent, hein. Je suis pas Oui, sûr oui. qu'on puisse tout isoler et tout, Oui, mais oui, je mais comprends. mais là, Mais effectivement, donc là, c'est un concept vraiment de je pense qu'il veut faire passer le message qu'il y a des choses qui sont, je sais pas, qui soulèvent un peu les gens, oui, et qui leur apportent des choses qui sont un peu différentes de purement: «Je mange un Twix», quoi. Tu vois? C'est autre chose que de manger un oui. Twix, finalement. Oui, en gros, Hem, de s'affranchir un peu de l'utilitaire ou du transactionnel, quoi. Il voilà, dit genre, voilà, dans notre ouais. vie, on fait beaucoup de choses transactionnelles, genre pour obtenir de Ouais, l'argent, peut-être c'est une bonne manière de dire ça, ouais, je pense, tu vois, pour ouais. obtenir un service ou utilitaire pour obtenir quelque chose. Mmh. Il y a des choses qui paraissent futiles, inutiles, mais qui ont une forme de poésie ou de transcendance, quoi, qui Voilà. t'apportent. Et je pense que ça fait une bonne transition sur le fait que du coup, sur Tinder, il y avait une copine, une amie à moi qui était tombée sur le profil d'un gars et sa première photo, il avait 2 photos Tinder et sa première photo, c'était une photo de 35 godes, qu'il avait mis, je crois sur son lit. C'était la première photo et la deuxième photo, c'était, une photo, bah, il y en avait un peu moins, c'était je crois une vingtaine de godes mais fluorescents du coup. Il y avait 2 photos et il y avait rien d'autre. C'était juste ça, son profil. Et je me souviens, Georges, je pense que c'est toi qui m'expliquais, il disait: «Oui, mais après tout, si ça le rend heureux, machin, qui sommes-nous pour juger?» Et tu vois, moi je pense que, lui, il est, tu vois, de cette photo, moi, elle m'a fait descendre sur l'axe Z, tu vois? Genre, j'étais pas ça m'a pas élevé du tout, tu vois? Oui, c'est pour ça que tu eu Ouais, une réaction épidermique, tu vois? Alors que lui, ouais, son et axe Z, c'est de trouver des godes débrayables fluorescents et ça le fait kiffer, tu vois? mais alors, bah, ouais, je vais pas rentrer sur son cas à lui, mais en fait, si tu veux, je me souviens, on avait une discussion sur l'aspect de la morale ou machin, où en fait, il y a rien à dire sur la morale. Le mec, il a le droit d'avoir ses godes, s'il est content et tout, après tout, enfin, ça a rien à voir avec la morale. Je veux dire, le Ouais. mec, il est content d'avoir ses godes, c'est très bien. C'est juste que ça t'élève pas, tu vois? Ça te rapproche pas du divin, tu vois? Je trouve d'avoir une collection de 50, codes, Ouais, je vois, donc toi, c'est falluformes, tu vois? c'est l'aspect élévation qui t'a Ouais, exactement, c'est ça, voilà, on a mis le doigt sur le truc, tu vois. C'est donc juste toi, ça te claque au ça m'a pas sol, quoi. rapproché du divin du tout, tu vois? Tu claqué au sol par la Voilà, collection de godes. voilà et c'est pas mal parce que tu vois, ce livre, il donne des éléments de langage sur pourquoi, Pourquoi t'as qu'est-ce pas qui va pas, apprécié pourquoi j'ai pas apprécié, voilà et donc non, mais en dehors de tout ça, ouais, c'est vrai que c'est quand même sympa ce truc de bah oui, il y a peut-être des choses qui t'élèvent plus que d'autres et il y a peut-être des choses, c'est juste, bon bah non, mais on C'est rigole un peu, mais t'en penses quoi? C'est vrai que c'est marrant, c'est Non, mais oui, oui, je suis d'accord,
Non, mais c'est intéressant de se dire, il y a des choses qui t'élèvent et l'inverse, tu vois. Moi, je vais pas trop penser à l'inverse, tu vois. Il y a des choses Ouais, ouais. comment dire, qui te minent ou qui te, tu vois. Et Ouais, peut-être, ouais. Ouais, c'est vrai peut-être. que c'est logique, quoi. S'il y a des choses transcendantes, Ouais, ou des choses qui font que tu t'oublies ou des, tu vois, genre, je sais pas, j'ai pas la richesse lexicale pour essayer de bien définir le truc, tu vois. ouais. Mais, du coup, il doit nécessairement y avoir des choses à l'inverse qui, te procurent une réaction un peu négative, épidermique, triste, tu vois? Mmh. Parce que juste ça te ramène à une forme de réalité qui est hideuse, quoi, tu vois? Ouais, c'est ça et en fait, ce qui est marrant parce que je pense que ça se rattache pas mal à ce qu'il disait dans son autre bouquin là, The Righteous Mind, c'est qu'en fait, finalement, souvent, j'ai l'impression que les gens, ils confondent, la morale avec cette élévation, sur l'axe Z. Tu sais, dans le bouquin d'avant, il disait, que les gens pensent que coucher avec sa sœur, sodomiser un poulet mort, laver les chiottes avec une bible ou avec un drapeau français, c'est immoral. Souvent, les gens vont te dire: «C'est immoral». Alors qu'en fait, quand tu les confrontes, ils ont du mal à justifier, pourquoi c'est immoral, mais en fait, c'est probablement, juste peu élévateur ou négatif Oui. sur l'axe Z, en fait. Ouais, mais c'est intéressant C'est de dire intéressant, je trouve. ça. C'est Ouais, intéressant de faire ce distinguo et parce que ouais, aussi ça individualise la chose, tu vois? ouais. Parce que pour moi, la morale, ça a une vocation universelle, alors que la transcendance, tu peux dire que c'est quelque chose de très personnel, tu vois? Ouais, c'est Et possible, oui, ça et aussi, je ouais, trouve je ça suis d'accord, ouais. intéressant de faire cette dichotomie parce que la morale, pour moi, enfin, même si c'est des choix individuels, mais ça a une vocation pour quiconque, enfin, quand tu travailles sur ta morale, tu penses collectif, tu vois? Tu dis la morale de tous ensemble, tu vois? Oui, sur, d'autres êtres conscients, est-ce que le mal que je vais faire, le bien que Voilà, je vais faire, exactement. ouais. Alors que tu vois, la transcendance, c'est intéressant et ça rejoint notre discussion sur les godes fluorescents, tu vois? Ça peut être non, mais ça peut être quelque chose de très personnel, tu vois? Lui, ça le fait kiffer, c'est une activité qui le transcende, tu vois? Mmh. Toi, c'est une activité qui te qui Qui te fait pas me kiffer, tu vois? Mais du coup, tu pas qui vocation m'abaisse. à universaliser Ouais, ton c'est une opinion, quoi. Ou c'est ouais, un ressenti, tu vois? Donc tu es là: «Oui, moi, je trouve pas ça amoral, pourquoi pas? Il kiffe ses godes. Moi, ouais, ça me fait pas kiffer». Mais du ouais. coup, c'est intéressant parce que une fois que tu comprends cette dichotomie, Mmh. tu renonces à ton jugement et à ta volonté, d'universalisation. C'est juste, Ouais. tu dis: «Bah, c'est ma transcendance personnelle, quoi». Ouais et même pour aller plus loin, je serais curieux de savoir si, le mec avec ses godes fluorescents, si j'avais son témoignage, s'il pouvait m'expliquer, est-ce que ça lui, ça il sent quand même que ça le désélève ou est-ce qu'au contraire ça l'élève? Ça je trouverais ça intéressant de voir son témoignage parce que je suis pas sûr de la réponse, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais, mais du coup, tu vois, je trouve que ça introduit une dose d'humilité dans le sens où Ouais, ouais. c'est moi que ça élève, mais voilà, c'est juste ma façon d'être et ma manière de penser et chacun son truc, tu vois? Mmh, tout à fait, tout à fait. Voilà, ce qui clôt le le chapitre de voilà, donc on peut finir avec un petit, c'est quoi le sens de la vie? Donc ça, c'est pas mal. C'est quoi le sens de la vie? C'est un peu le saint graal des questions et avant de se lancer, il dit: «Beh, c'est quoi la réponse qu'on attend quand tu demandes c'est quoi le sens de la vie?» en fait, enfin, tu pas envie qu'on te file une définition du type dictionnaire, ça on s'en fout. Tu pas envie, d'un symbole, t'as pas envie qu'on te dise: «Oui, la vie est un long ruisseau», machin, enfin ça on s'en balèque. Hem, il peut-être qu'on demande c'est quoi le but de la vie dans le sens, tu sais, est-ce qu'on t'a créé pour faire quelque chose? Ou juste on t'a créé par hasard et personne t'a créé, juste tu là par hasard, il y a pas de but? Est-ce que c'est ça qu'on demande? Hem, mais en fait finalement, les gens qui demandent le sens de la vie, en fait, ils ont plutôt tendance à demander, comment je dois vivre? Donc lui, c'est ça son découpage. C'est-à-dire il dit en fait, il pense que quand pour répondre à cette question, il faut répondre, aux gens, leur dire, comment ils doivent vivre. Tu vois? Et les autres trucs, c'est pas vraiment ça qu'ils demandent, en fait. Ouais et donc ça te paraît ça te paraît fair play? Oui, oui, ça me paraît me faire Ouais, plaisir. ouais. Quel est le sens de la vie? Et donc je pense qu'on peut s'appuyer sur tout ce qu'on a vu parce que en fait, il pense que trouver une réponse à cette question-là, c'est comprendre le type de créature qu'on est. Donc c'est des créatures qui, on est modelé par la sélection naturelle, pour être 2 choses. Et donc, le sens de la vie, c'est être en accord avec les 2 choses pour lesquelles tu as été conçu. On va citer les 2 choses, mais tu vois un peu le délire, Ouais, après tout, si la sélection naturelle t'a créé pour faire 2 choses, bah, ouais. ce que tu dois faire, c'est ça, quoi. Et donc c'est quoi les 2 choses? La première c'est que on est des créatures égoïstes qui se battent pour des ressources, pour du plaisir, du prestige. Donc ça implique pour, satisfaire,
ces genres de créatures, il faut avoir un travail qui paie bien et ou qui est prestigieux. Il faut prendre du plaisir dans la nourriture, dans les soirées entre copains, les films, tout ce qui fait les petits pics de bonheur. Euh, euh, mais voilà, donc ça c'est le premier truc. Mais si t'as que ça, tu sais, tu vas regarder ta montre au taf ou tu vas te demander pourquoi tu travailles si dur après ta cinquième promotion. Donc ça, c'est la première chose. On est des créatures égoïstes. Et la deuxième chose pour laquelle on a été créé, c'est qu'en fait, on est aussi des créatures qui ont un besoin d'avoir l'impression d'agir sur le monde. Et donc, on a un besoin, par exemple, d'avoir un travail où on pense qu'on sert à quelque chose. Et c'est assez joliment illustré parce qu'il dit, il y a les travaux d'un gars, là, Harry Harlow, qui est psychologue. Il a fait des travaux qui ont conclu sur le fait que certains mammifères comme nous ont un besoin de ce qu'on appelle l'effectance, qui est quasiment aussi important que l'eau et la nourriture. Et l'effectance, c'est d'avoir l'impression que tu agis sur le monde, en fait. Tu vois ce que je veux dire? OK, Et enfin, moi, je veux bien l'accepter, mais juste d'où ça vient? Enfin, tu vois, l'aspect égoïste, je peux comprendre parce que c'est pour des raisons de survie, ouais, et du coup, de perpétuation de l'espèce et donc je comprends le mécanisme darwiniste par lequel, ouais, nos traits égoïstes sont apparus. ouais. Par contre, je ne comprends pas le mécanisme darwiniste par lequel, on a besoin d'effectance, tu Ouais, c'est une bonne question. Je sais pas si j'ai une vois? bonne OK, réponse à ça. d'accord. Toi, tu dis, mais pourquoi l'effectance a évolué? Ouais, Euh, ou juste sur, parce que enfin, pour moi, la raison pour laquelle je pourrais être convaincu par son raisonnement, c'est effectivement hmm. si c'est un mécanisme darwiniste, parce que c'est ce qu'on est, tu vois? Ouais, Si c'est ouais. juste lui qui le décrète, tu vois? Non, non, du coup, ici, la démonstration, c'est pas une démonstration darwiniste, c'est les travaux de Harry Harlow, là, qui a démontré qu'en gros, Ouais, il y a certains mammifères qui se sentent très mal s'ils n'ont pas d'effectance. Donc ça, OK. il se base sur ces travaux-là. Maintenant, pour répondre à ta question, pourquoi, d'un point de vue darwiniste, on aurait envie d'avoir de l'effectance, c'est peut-être juste un effet secondaire, dans le sens où on sait très bien que c'est utile, l'effectance. Enfin, d'agir sur le monde, c'est quelque chose qui sert à ta survie. Maintenant, pourquoi c'est pas désactivé quand tu as, genre, pléthore de femelles et de fruits et de blé et de machin et voilà. De miel, quoi. Ouais, du miel partout, voilà. C'est juste peut-être, juste c'est jamais arrivé et du coup Ouais. ça se désactive. Il y a pas de mécanisme qui désactive le truc, tu vois? Je pense que c'est juste ça l'explication. Hem Et donc, l'effectance, tu sais, c'est un truc, je trouve on le retrouve, tu sais, dans le degré d'aliénation, qu'ont les personnes, tu sais, qui subissent, le chômage ou la retraite et qui du coup, Ouais. font plus rien et du coup qui sont juste pas bien et tout. C'est un manque, d'effectance. Hem et donc, comment dire? Je pense que ça se comprend, on a tous en tête des gens ou des célébrités, en fait, qui, ont tout en fait pour, satisfaire le numéro un, donc tu sais les ressources, le plaisir, le prestige et tout, mais qui au final ne font rien et qui au final du coup sont malheureuses. Tu vois le truc? Oui. Voilà. Et donc en gros son deuxième point, bon c'est on est des gens qui ont envie de faire bouger le monde, on est des gens qui ont envie de faire les choses, bien parce que, c'est une adaptation darwiniste, si tu aides tes pairs, ou génétiques ou les autres parce qu'ils vont être, redevables. Et donc, on a dans notre tête, en plus de l'effectance, l'envie de faire de bonnes choses. Et donc, je sais pas si tu es lobbyiste pour le plastique, typiquement, je pense que tu vas perdre cet élément, en fait, là, et tu vas pas être heureux ou tu vas être moins heureux, en fait, hein. Bon, moi, je dis lobbyiste pour le plastique, mais lui, il cite le témoignage de journalistes qui disent qu'en fait, ils se prostituent et ils vont à l'encontre de leurs valeurs morales pour faire du putaclic. Enfin, il y a plein de métiers, je pense, où tu Ouais. peux te dire, il y a une certaine aliénation. Et donc, juste pour résumer, en fait, lui, il dit que le sens de la vie, ça provient de l'alignement entre ces deux axes, donc le bien aller, bonne paye, bonne situation, et le bien faire. C'est-à-dire, je produis quelque chose d'utile et de qualité. C'est-à-dire, tu vois, c'est intéressant. C'est-à-dire, C'est beau. Ouais, c'est pas mal, tu vois. c'est bien dit. En plus, enfin, j'aime bien parce que c'est concis, tu vois? C'est facilement compréhensible. Ouais, Enfin, c'est à la fois concis, facilement compréhensible et c'est quand même porteur de sens, tu vois? Donc c'est cool. ouais. Heu, Tu vois, tu arrives à t'enjailler un peu dans la vie avec tous les ouais, éléments qu'on a rassemblés.
Et en même temps, je veux dire, tu fais quelque chose, où tu sens que tu agis et où tu penses que c'est bien, tu vois? Ouais. C'est Non, pas mal. c'est cool. Le sens de la vie, tu vois? Non, franchement, j'aime bien. Je trouve que c'est des concepts intéressants. Mmh. Le seul grief que j'aurais, c'est que j'aurais. Mais c'est plus parce que j'aime beaucoup ce sujet-là, tu vois. Ouais, ouais, C'est ouais. que j'aurais voulu que ça aille plus loin, peut-être qu'il y ait un tome 2, tu vois. Avec Ouais. plus de recherche, plus de détails, notamment que l'aspect monétaire, financier Mmh. ou confort matériel soit plus approfondi. Parce Ouais. que pour les raisons que j'ai évoquées au début, qui est, je pense que ça a pas mal d'intérêt pour nos choix collectifs, Mmh. de creuser un peu plus en profondeur de prendre des cas concrets qui sont, qui sont documentés pour pouvoir répondre à des questions sociétales ou des questions de partage des ressources. Mmh, mmh mh. Ouais, je vois ce que tu veux dire, Et ouais. c'est intéressant, tu vois, j'aimerais bien, mais en vrai, j'ai trouvé ça vachement intéressant, tu vois, mais j'aimerais bien un truc un peu plus pratique dans le sens où on se dit, genre, on veut répondre à la question, quel est est-ce qu'on a un niveau de confort matériel au-delà duquel on peut, enfin, est-ce que notre niveau de confort matériel peut être plafonné sans réduire le niveau de bonheur de la population, tu vois? C'est une question qui m'intéresserait auquel et je pense Mmh. qu'on peut y répondre via des travaux de recherche et via de la Mmh. réflexion, tu vois? Mmh. Est-ce que le fait de partager quand tu es riche, est-ce que ça te rend heureux ou pas? Et à quel niveau de partage? Est-ce qu'il y a un niveau de partage à partir duquel ça te rend malheureux ou non? Je Mmh. suppute que non, tu vois? Mmh. Mais, tu vois, genre, avoir des questions un peu très concrètes comme ça, qui du coup ont des Ouais. applications derrière dans des programmes politiques ou associatifs ou institutionnels, tu vois? Ouais, ouais, là, tu soulèves des trucs plein de trucs hyper intéressants. Ouais, bah, oui, oui, mais enfin, ouais, effectivement, on peut pas Mais c'est parler de quand tout ça, enfin, mais ouais, je ouais. trouve enfin, c'est quand même vachement intéressant, bah, tu sais, c'est en entonnoir, quoi. Moi, mon truc, c'est la fin de l'entonnoir, tu vois? C'est des questions très précises, machin. Et là, on a eu Ouais. le début de l'entonnoir qui est un peu la mécanique globale, comment ça fonctionne, tu vois? Et le truc, c'est que c'est son approche à lui, et en fait, avec les livres qu'on fait, on remarque qu'il y a plein d'approches. Tu sais, on avait fait aussi dans Daniel Kahneman où il avait dit, bah, il y a le moi ressenti, enfin le moi présent et le moi souvenir, où ça donne énormément de clés aussi sur, les différentes composantes du bonheur et au final, je suis pas sûr que ça s'insère facilement dans lui, ce qu'il raconte, tu vois? Ouais, C'est pas évident, hein, d'insérer le truc de Kahneman, pour ceux qui ont ouais. vu l'épisode Un système, un système 2. Bah, là où ça s'insère, c'est avec l'éléphant, tu vois? Mais bon, voilà. Peut-être, ouais, 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 mais tu vois, c'est pas évident, donc c'est vrai que ça reste un peu, un livre où c'est un peu son délire et voilà, ça explore pas tout, ouais, je suis d'accord, donc ça veut pas du tout dire qu'il faut qu'on s'arrête sur cette question parce que je pense que c'est intéressant. Hem, je peux faire, la petite conclusion du livre, je vais pas dire que c'est transcendant, mais c'est marrant, c'est chelou comme conclusion. Heu, sa conclusion sur, c'est ce qu'il en retire de tout ce qu'il raconte. C'est assez bizarre. Il dit qu'il du coup, il est fan du concept de yin-yang, du concept oriental de yin-yang, parce qu'il dit, selon lui, que c'est, une idée qui résume tout le bouquin. Et là, il dit, bah, c'est d'un point de vue, pratico-pratique, en fait, beaucoup plus que théorique. Parce qu'en fait, sa conclusion, c'est qu'il pense que l'atteinte, des 2 buts, dont on parlait là, le bien vivre et le bien aller et le bien faire. Heu, En fait, c'est quelque chose qui est facilité ou même permis par la recherche de sagesse chez l'autre et donc ça, c'est sa conclusion. Il dit que, la religion et la science peuvent tirer d'énormes bénéfices en apprenant l'un de l'autre et en oubliant leurs, différences, irréconciliables. Donc il dit: «Si tu es religieux, intéresse-toi à la science et vice versa», tu vois? Donc là, on retrouve, peut-être les gens qui pourraient en apprendre un peu plus sur l'axe Z, d'élévation dont on parlait tout à l'heure. Il dit pareil, si tu es occidental ou si tu es oriental, essaye d'apprendre, l'un de l'autre. Les orientaux ont quelque chose à apprendre de notre ambition, de notre individualisme, tout ça, tout ça. Nous, on a beaucoup de choses à apprendre des orientaux et de toutes leurs théories sur, bah, voilà, qu'on a vu sur, descendre du tapis hédonique. Voilà, donc c'est encore une fois, heu, aller chercher la sagesse, c'est l'autre. Il dit aussi, libéraux et conservateurs, donc à droite et à gauche pour les Américains. Il dit: «Chaque culture développe une expertise dans certains aspects humains, mais aucune n'est experte dans tous». Donc les libéraux sont experts en victimisation, droits des individus, non-conformité, égalité, autonomie.
et les conservateurs sont experts en loyauté envers le groupe, respect de l'autorité et du sacré. Et donc, tu vois, c'est marrant ce qu'il dit, il dit, bah, en fait, au final, quand on se rend compte que quand on a fait ce livre, à chaque fois, on explore des sagesses un peu différentes à chaque fois, parce qu'on a besoin de ces différents aspects pour avoir une réponse assez complète. Et donc, ouais, je trouvais ça rigolo. Il fait sa conclusion en mode aller voir chez les autres, quoi. En fait, c'est ça la clé, quoi. Mais d'un point de vue pratico-pratique, tu vois, pas d'un point de vue théorique. Juste, ok, c'est par où je commence. Je commence par là, quoi. C'est marrant. C'est beau. Voilà. Donc, Jonathan Haidt, l'hypothèse du bonheur. Donc, bon, est-ce que t'as kiffé? Ouais, franchement, non, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Et même, genre, voilà, tu vois, comme je t'ai dit, je trouve que c'est un sujet qui est hyper intéressant du point de vue individuel et collectif. Et le fait de prendre la peine d'écrire un bouquin ou de se renseigner là-dessus, je trouve ça intéressant. Parce que aussi, c'est un travail un peu, comme on dit, genre, c'est un peu un travail, je trouve, psychanalytique dans le sens où psychologique, dans le sens où ça te fait poser des questions sur toi-même, tu vois. Hmm. Tu sais, c'est que ça rejoint les bouquins sur la morale, en fait. Moi, j'aime bien les bouquins qui te font réfléchir et qui font. Bon, c'est basique, tu vois. J'aime bien les bouquins qui font réfléchir, mais tu vois. Et qui te font, enfin, qui te font poser des questions sur toi-même, tu vois. Et après, Moi, chacun a des sujets qui le déclenchent, tu vois. Et moi, la morale, la quête du bonheur, ça me déclenche un peu en mode oui, mais en fait, moi, comment je me positionne vis-à-vis de ça. Tu vois, je trouve ça intéressant. et je me demandais, toi, là, il y a un truc en particulier, alors je sais pas comment te poser la question, mais qui t'a interpellé, ou tu te dis, ah ouais, ça va m'aider, ou ça, peut-être, j'avais pas en tête, je vais peut-être creuser. Il y a un truc en particulier dans le bouquin Ouais, bah moi, qui t'a j'aime fait bien le l'aspect. déclic. J'ai l'aspect. Les activités ou les choses qui ne sont pas soumises à l'adaptation hédonique. Ouais, ouais, c'est pas Ça, j'ai mal, bien kiffé. Parce que ouais. Ouais, juste, j'aime bien parce que c'est le côté, genre, juste, c'est hardcore ou c'est super bien, quoi qu'il arrive, tu vois. ouais, Et ouais, du coup, c'est intéressant de savoir ça, tu vois, genre, qu'on te dise ouais. quand tu commences Tu sais, ça rejoint le bouquin qu'on avait fait sur Why Men Earn More, tu vois. Qu'on te dise, genre, Ouais, en fait, ouais, tu ça vois, sert à genre, rien de gagner masse de thunes, juste. non, mais tu vois, en Ouais, gros, voilà, genre, tu dis, genre, quoi qu'il arrive, d'avoir du bruit, tu vas pas kiffer, tu vois, genre, ouais, c'est prends-le en ça. compte, tu vois. Ouais, ouais, Et tu vois, donc ça, je trouve ça intéressant. C'est pour ça que je te disais d'avoir la liste et voilà, de savoir qu'il y a une dichotomie, quoi. Il y a des choses qui te procurent un bonheur ou un malheur éphémère, hmm, et il y a des choses, quoi qu'il arrive, si tu les répètes, ça va systématiquement te procurer du malheur ou du bonheur, tu vois. Enfin, hmm, 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 il y a des hmm. choses, tu vas avoir, en gros, il y a des activités pour lesquelles tu vas avoir un rendement décroissant, en fait. Donc un Hmm, bonheur ou un malheur décroissant, et à la fin, ça va être neutre, tu vois. hmm. Et tu as des activités pour lesquelles le niveau de bonheur ou de malheur va rester constant et ça va te casser les couilles, quoi qu'il arrive, tu vois. Et, et je trouve Ouais, ça intéressant. Et après, j'ai bien kiffé l'aspect, la dimension Z, tu vois, de se dire. sur les godes. Non, mais voilà, de se dire, on a tous besoin d'une forme de transcendance Ouais. qui n'est pas la même chez tout le monde. Hmm, Et on n'a pas à juger la transcendance d'autrui. Et du coup, t'as pas à juger ta propre transcendance à l'inverse, tu vois. hmm, Genre, hmm. si tu kiffes te caler des godes, assume et kiffe, tu vois. Genre, non, mais. Ouais, c'était cool. Et pour moi, il y avait. En fait, je remarque, parce que tu sais, je l'ai eu là, il y a longtemps, et je remarque ce que j'ai appliqué. Et en fait, c'est vrai que la transcendance et les trucs non soumis au tapis hédonique, j'avais oublié. Et en fait, ce que j'ai vraiment retenu, c'était les trucs d'organiser ta vie pour avoir plein de petits moments de Ouais, bonheur. Et et tu sais, bah, enfin, moi, j'essaie de faire quand même gaffe à la santé, à ce que je bouffe, machin. Et en fait, ça m'a fait vraiment reconsidérer le truc dans la direction de, bah oui, en général, bouffe bien, en général, fais du sport et tout. Et juste des fois, bouffe de la merde, juste quand ça te fait oui, c'est kiffer, ça. tu vois. Et quand t'es avec des potes devant un match de foot, ouais, prends-toi Ouais. le burger hardcore, machin, juste si t'en as envie, vas-y, tu vois. Ouais, en fait, Et t'as un côté genre systématise ce qui te rend heureux, quoi. ouais, c'est Si ça. ça fait chier personne, Mm, essaye de le systématiser et du coup, tu vas kiffer régulièrement, quoi. c'est ça. Bah voilà, Bah, merci beaucoup. on s'arrête, allez. Salut. Ah, le bâtard. Eh ouais. Allez, attends, j'essaie de te mettre sur haut-parleur.